Comment peut-il y en avoir autant? Il y avait plein de coffres à butin partout. Quand j'ai remarqué une présence derrière moi, j'ai attaqué immédiatement. Était-ce juste le bruit du vent? Mais j'ai senti une présence. Il y avait une personne blessée là-dedans. Il doit être fort pour avoir survécu jusqu'à maintenant. Devrais-je l'achever et prendre son butin? Non, je pars. Je dois prioriser ma survie. Quand je suis parti, il y avait vraiment quelqu'un là. Il a remercié Dieu d'être encore en vie. Bien sûr, il aurait gagné s'il n'avait pas été blessé, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Bientôt, il est de retourner piller les coffres. C'est alors que j'ai frappé sa tête. Je suis un ancien sergent de l'armée. Avec mon expérience, il n'y a aucune chance que je meure ici. Mais je vais vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment il est un vétéran fort, même s'il n'est qu'un Coréen ordinaire. Cela faisait 6 mois qu'il avait quitté l'armée. Jin Se-woon passe la journée à lire des manhwas. Il voulait vivre dans un monde différent. À 23 ans, il est accro. Maintenant, il doit se préparer à retourner à l'école. Depuis qu'il a quitté l'armée, il traîne dans un cybercafé. Puis il a joué intensivement au jeu et est entré dans le top 10 des classements en 3 mois. Le jeu s'appelle Loyal Ground. 100 joueurs sautent de l'avion. Il collecte des armes, des provisions et tue d'autres joueurs jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Il est tellement accro que même si son ami meurt, seul, il élimine un tas de gens. Le jeu est littéralement un battle royal. À la fin du jeu, il y avait 2 joueurs qui faisaient équipe contre Jin Se-woon. Ils sont entrés dans la maison. En voyant des fournitures par terre, ils ont pensé que personne n'était là, mais ils avaient tort. Le gars principal est vraiment expérimenté. Un seul son a été entendu dans la pièce. Réalisant que son coéquipier était mort, il a commencé à courir, mais il a vite été touché à la tête. Jin Se-woon était le gagnant. Remarquant l'heure sur le moniteur, il doit rentrer car il commence à étudier demain. Soudain, sa mère lui envoie un message lui donnant de l'argent pour ses études. Sur le chemin du retour, il se sent coupable d'avoir perdu du temps. Au lit, il pense qu'à partir de demain, il ne jouera plus. Il consulte quelques nouvelles et finit par s'endormir. Le lendemain, il était en route pour l'école et son ami lui envoyait des messages pour jouer. Alors qu'il pensait à sécher les cours, une lumière violette est apparue. Quand il s'est retourné, il a été englouti par la lumière, ne laissant que son sac à dos là. Quel est cet endroit? Il y a une statue géante et un groupe de personnes autour. Il a perdu connaissance un instant et a pensé qu'il était puni pour avoir envisagé de sécher les cours. Mais pourquoi est-ce si bruyant? Un groupe de personnes se battait et il y avait même des mages lançant des sorts. Pendant que certains se battaient, d'autres nettoyaient leurs épées. Pourquoi y avait-il tant de cosplayers ici? Où étaient-ils? Qui sont tous ces gens? La statue a annoncé que 100 joueurs avaient été détectés. Puis, il a initialisé le système, en commençant par la synchronisation des langues. Soudain, tout le monde parlait la même langue. Même ainsi, les gens n'ont pas cessé de se battre. Un mage demandait si c'était son ennemi qui l'avait amené à cet endroit. Furieux, il a dit qu'il ne se laisserait plus tromper, mais les morts-vivants semblaient s'en moquer. Puis l'archimage commence son attaque, et de toutes ses forces, il lance un sort sur les morts-vivants. Mais rien ne s'est passé, et c'était déroutant. Peut-être parce qu'il était déjà mort. Maintenant, il était vivant. Soudain, le système annonce que le jeu est sur le point de commencer. La difficulté est facile et vous devez être dans les 90 premiers pour passer. La carte est la capitale du royaume de Qing et la récompense sera donnée aux 10 premiers. Le tutoriel a été ignoré. Dans la salle d'attente, les attaques des joueurs sont neutralisées et on leur a donné une carte du jeu. Le jeu était Cloyd Survival et il durera 100 jours. Chaque jour, la carte rétrécit. Ce jeu continuera jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un et si le jeu se termine ou si vous mourrez, vous retournerez dans le monde d'origine. Les joueurs qui ne se classent pas dans le top 90 ne pourront plus jamais entrer dans Cloyd Survival. Là-bas, ils peuvent obtenir des objets pour devenir plus forts. Jin Se-woon a réalisé que c'était identique à Loyal Ground, mais il y avait quelque chose de différent. Les humains ici semblaient incroyablement forts. Est-il la seule personne normale? Même si c'est un rêve, il ne veut pas mourir. Soudain, quelqu'un l'interpelle. Un grand homme lui demande ce qu'il regarde là-bas et d'où il vient, mais il s'énerve rapidement d'être ignoré. À ce moment-là, le compte à rebours pour commencer le jeu a commencé. Avec 2 secondes restantes, l'homme demande s'il est fou de rire. Il rêve d'un rêve amusant, alors pourquoi ne rirait-il pas? Pointant du doigt, il dit qu'il a toute la connaissance et peut facilement détruire des gens comme lui et survivre. Puis le jeu a commencé. Tout le monde a commencé à tomber du ciel comme des météores. Beaucoup d'entre eux tombaient directement. Ils voulaient le bon butin dans cette zone, qui doit être rare. Mais au début, Jin préfère jouer la sécurité. Alors il pense à descendre quelque part de plus isolé. Quand le mot descendre est annoncé, il touche le sol comme le tonnerre. C'était vraiment similaire au jeu. Il est resté immobile pendant un moment. Il se sentait mal à cause de l'atterrissage, alors il a décidé d'entrer dans la maison tout de suite. Tout à coup, il entendit quelque chose. Il avait oublié de vérifier si quelqu'un avait atterri près de lui, alors il courut vers la maison. Tout serait fini si l'un de ses mages atterrissait près de lui, et il n'avait pas d'arme. Il ferma rapidement la porte. Il haletait comme s'il avait participé à une vidéo de MrBeast pour de l'argent. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il regretta d'avoir moqué le grand gars, pensant qu'il l'avait peut-être suivi. Mais quand il regarda par la fenêtre, c'était juste le bruit du vent. Ce n'est qu'alors qu'il descendit pour piller. Il commença rapidement à chercher. C'est alors qu'il heurta quelque chose. C'était une arbalète lourde, et elle était vraiment lourde, tout comme la description. Il trouva aussi les carreaux. Dès qu'il la prit, comment l'utiliser lui vint à l'esprit.
Pour un sergent de l'armée coréenne, ce n'était rien, alors il a appuyé sur la gâchette et le carreau est parti comme une fusée. Ce n'était certainement pas une arbalète normale. Cette chose pourrait facilement se transformer en char. S'il apprend à l'utiliser correctement, ce sera vraiment utile. Après avoir beaucoup cherché et n'avoir rien trouvé d'autre, il a décidé d'aller piller ailleurs. Son idée était d'en profiter au maximum avant de tomber sur un joueur. Il ouvre la porte pour vérifier s'il y a un ennemi. Il cherche rapidement du butin jusqu'à ce qu'il trouve un parchemin. C'était un objet qui pouvait le guérir s'il était déchiré, ce qui signifiait que c'était quelque chose d'irréel. Maintenant, un objet comme un sac à dos ou quelque chose de ce genre serait bien. Quand il se retourna, il remarqua une lueur. C'était un livre d'arts martiaux Black Star Key Palms. Il appuie rapidement pour la prendre. Le livre flotte dans les airs et se déchire. C'est comme si sa compréhension avait changé. Quand il a regardé sa main, la main qui était normale avant a commencé à s'user, comme s'il s'était entraîné pendant des heures ou des années. Lorsqu'il a pris une fourchette de l'assiette, maintenant il peut la lancer comme si c'était un coup de feu. A-t-il vraiment appris les arts martiaux comme ça? L'auteur écrit juste ce qui est pratique. Notre héros a rapidement retiré la fourchette du mur et était assez satisfait des résultats. Il était maintenant certain que ce jeu ressemblait à Rogue, car puisqu'il y avait un livre d'arts martiaux, il devait y avoir aussi des livres de magie. Après avoir fouillé toute la maison, le joueur a décidé d'aller ailleurs. C'était maintenant la nuit et le protagoniste avait passé toute la journée à rassembler des choses et cherchait maintenant une cachette. À ce moment-là, il remarqua quelque chose d'intriguant. Une des maisons avait sa lumière allumée. Cela pouvait signifier qu'il y avait un objet rare à l'intérieur, mais la lumière pouvait aussi indiquer que cette cachette était déjà prise. Bien qu'il ne sache pas combien d'ennemis étaient près de lui, Seo-Woon était certain que celui-ci était soit un chasseur fabuleux, soit un débutant complet. Selon lui, le premier étage semblait vide. Cela fit croire à notre héros que l'ennemi était au deuxième étage. Seo-Woon commença à prendre courage dans son arme et sa compétence, Dark Star, car elle pourrait lui donner une chance même si l'ennemi était un expert. Et ainsi, il commença à monter les escaliers. Le protagoniste avançait lentement, son arbalète en main, prêt à tout. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa ce qui se trouvait devant lui. En voyant l'objet et réalisant que c'était une lampe, Seo-Woon commença à se demander s'il ne marchait pas dans un piège. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua une porte à côté de la lampe. Au début, le protagoniste n'était pas sûr s'il devait entrer. Mais finalement, il força son entrée dans la pièce. À première vue, elle semblait vide. Après avoir vérifié une dernière fois et s'être assuré que personne n'était là, Seo-Woon s'effondra au sol, s'étant illusionné en pensant qu'il y avait un ennemi dans cette maison. Pourtant, il ne pouvait nier que s'être trompé était vraiment soulageant. Ce n'est qu'alors que notre héros trouva quelque chose dans le tiroir. Le joueur avait trouvé une bague qui augmentait sa force de 20 points. L'effet distribué semblait intéressant. Ainsi, l'utilisateur de l'arbalète l'enfila rapidement. Le pouvoir de la bague se manifesta immédiatement. Soudain, le corps du héros ne semblait plus aussi lourd qu'avant, et le poids de l'arbalète avait presque disparu. À ce moment-là, il prit conscience de son récent renforcement. Alors, pour s'en assurer, il ouvrit sa fenêtre de statut. Les statistiques du jeune homme n'étaient pas impressionnantes. Pourtant, après avoir appris la compétence d'arts martiaux, le jeu le classifia comme un artiste martial. Seo-Woon était assez content des objets qu'il avait acquis, car il était descendu sur cette terre avec pratiquement rien. Et maintenant libre, il décida de fouiller le premier étage. Peu après, il tomba sur un objet de stockage. C'était la deuxième bague que le protagoniste avait trouvée dans cette maison. L'utilisateur devait tenir l'objet en main, penser à la sous-espace et appuyer sur la bague ou y penser pour ouvrir le stockage. Il a ensuite été révélé que l'inventaire de la bague de sous-espace avait un stockage limité. Avec cela, notre protagoniste a immédiatement invoqué le subespace. Cet anneau étrange était plutôt pratique, car il évitait au personnage principal de porter toutes ses affaires. Il commença même à souhaiter que quelque chose de similaire à cette bague existe sur Terre. Jin Seo-Woon commença à penser à la vie qu'il aurait sur Terre s'il pouvait revenir avec les compétences et les objets qu'il aurait acquis dans le jeu. Il se mit alors à chercher un journal des éliminations pour voir si quelqu'un avait déjà été éliminé. Notre héros le trouva rapidement. Voyant qu'il restait maintenant 99 joueurs, il décida de continuer à farmer jusqu'à ce qu'il reste 90 survivants. Peu après, en fouillant le reste de la maison, notre héros trouva des objets consommables et des armes cachées qui iraient bien avec son compétence étoile noire. Maintenant, il était confronté au choix de passer la nuit dans cette maison ou de la quitter pour en chercher une autre. Il était évident que les maniaques qui étaient avec notre héros dans le hall parcouraient la carte même la nuit. Pourtant, voyant que combattre était le seul moyen d'atteindre le top 10, notre garçon commença à souhaiter tomber sur d'autres endroits formidables. Puisque moins de joueurs parcoururent la carte la nuit, Seo-Woon a décidé de vérifier un dernier endroit pour la journée. En marchant, il a réalisé à quel point l'anneau de force était incroyable, car malgré des heures de déplacement, il n'était pas du tout fatigué. Le jeu semblait assez réaliste, car même avec la fatigue écartée, la faim et la soif restaient des problèmes que le jeune homme devait affronter. Voyant qu'il n'y avait pas de nourriture à proximité, il commença à se demander s'il pourrait en trouver dans une maison privée. Mais alors qu'il commençait à vérifier la carte pour trouver la plus proche, une bête se fit soudain entendre. Le sang du protagoniste se glaça dans ses veines lorsqu'il réalisa que quelque chose était derrière lui. Il se mit immédiatement en mouvement et se cacha derrière un arbre par panique, car il ne pouvait pas sentir la bête.
En regardant le monstre, il réalisa que l'apparence de la créature lui était familière. Le monstre qui avait maintenant trouvé notre protagoniste était un loup-garou. La panique envahit l'esprit de Seo-Woon alors qu'il commençait à s'enfuir tandis que la bête essayait de le tuer. Ses griffes étaient si puissantes qu'elles traversaient facilement un arbre. Les deux bêtes semblaient travailler ensemble. Ce jeu qui était censé être un combat entre joueurs s'est avéré contenir des monstres à l'intérieur. Seo-Woon n'aurait jamais quitté la maison s'il avait su que de telles créatures existaient sur la carte. Comme il faisait partie du top 10 de Rogue, le protagoniste a commencé à penser qu'il deviendrait une déception s'il rencontrait sa fin de cette manière. C'est alors qu'il aperçut une maison devant lui. Seo-Woon courut aussi vite que possible, et juste comme ça, notre héros se cacha enfin à l'intérieur de la maison. Mais par malchance, les bêtes l'avaient suivi jusque-là. Maintenant, dans une situation délicate, il essaya de trouver un plan d'action. Seo-Woon décida de jeter un coup d'œil rapide à l'extérieur. En voyant que les monstres se fiaient tellement à leur odorat, il réalisa qu'il devait suivre son odeur. Alors, il décida d'attaquer en premier, pensant que cela lui apporterait la victoire, et ainsi, il pointa son arbalète vers les loups. Après avoir visé soigneusement sa flèche, le héros la tira depuis l'intérieur de la maison. Comme ça, Seo-Woon réussit à abattre un loup-garou en pleine tête. La première des deux menaces avait été éliminée. Grâce à l'augmentation de force, recharger l'arbalète était devenu un jeu d'enfant. Mais alors que le protagoniste se précipitait pour le faire afin de tirer sur l'autre loup-garou, il réalisa quelque chose d'horrifiant. Le sniper avait été repéré, et ainsi, il fit de son mieux pour esquiver la griffe géante du monstre. Mais malgré tous ses efforts, son visage fut griffé par la bête. Le loup-garou était maintenant à l'intérieur de la maison. Il se précipita immédiatement vers l'humain avec une intention meurtrière. Notre protagoniste essaya de l'abattre, mais le monstre se protégea en couvrant sa tête avec sa main. Et tout comme ça, notre héros était maintenant à la merci du loup-garou. Pourtant, même lorsque tout espoir semblait perdu, il invoqua son sous-espace pour riposter. De celui-ci, il sortit un couteau. Le héros a alors eu recours à sa compétence d'embuscade étoile noire pour percer un trou dans la poitrine du monstre. Après avoir traversé le corps épais du loup, le couteau s'est plié contre le mur. Jin Seo-Woon, déterminé à survivre, ne voulait pas être éliminé par un PNJ. Et comme ça, notre héros a réussi à s'en sortir dans un 2 contre 1. À la vue des deux loups-garous, il a supposé qu'il allait rencontrer sa fin. L'expérience était si effrayante qu'il s'est retrouvé incapable de se tenir debout. Sans les dagues de lancer, notre héros aurait été abattu par une simple foule. Ce n'est qu'alors qu'il a remarqué une petite pochette devant lui. Seo-Woon a supposé que c'était un butin de monstre. En voyant qu'il avait obtenu de la nourriture et de l'eau, il réalisa que ce jeu lui permet de chasser ses repas. Le protagoniste commença à envisager de fouiller cette maison tout en mangeant son jerky. Il tomba rapidement sur une armure qu'il compara à un gilet pare-balles dans son jeu. Au début, l'armure semblait trop grande pour notre héros maigre, mais à ce moment-là, elle rétrécit pour s'adapter à sa petite taille. Selon le système, cet objet était connu sous le nom de cuirasse en orichalque supérieur qui accorderait à notre protagoniste une résistance magique au feu et au vent. Seo-Woon était impressionné, car cet équipement augmentait beaucoup de ses statistiques. Notre héros était certain que cette maison avait encore plus à offrir. Il fut alors confus, car il sentit un objet malgré le fait de ne rien voir. Le joueur supposa qu'il s'agissait d'un objet dissimulé. Il semblait avoir trouvé un morceau de tissu. En le mettant, le système révéla qu'il s'agissait du manteau des dieux qui permettrait à l'utilisateur de se fondre parfaitement dans les ombres en restant immobile. Voyant comment cet objet le rendrait invisible à la magie d'identification et dissimulerait sa présence, le protagoniste ne pouvait s'empêcher d'être satisfait. Cet objet divin était parfait pour la survie car il permettrait à notre héros de se déplacer la nuit sans être remarqué. Ainsi, le jeune homme décida de mettre la cape à l'épreuve, convaincu qu'elle l'aiderait dans son voyage. Seo-Woon a eu la chance de tomber sur cette vieille maison au milieu de la forêt, car elle lui a offert de grands objets dès son 2e jour. Plus tard dans la nuit, Seo-Woon a commencé à supposer qu'il n'avait encore rencontré aucun joueur en raison du fait qu'il avait atterri à la périphérie de la carte. Mais juste à ce moment-là, les cris de quelqu'un ont attiré son attention. Cette personne courait aussi vite que possible et était blessée. Le jeune homme, au visage marqué de cicatrices, regrettait de ne pas avoir eu assez de temps pour utiliser cet objet, car cela lui aurait permis de battre l'apprenti. Notre héros, sous son manteau d'invisibilité, l'observait depuis une cachette sûre. Le jeune homme en question était agacé d'être tombé sur un mage. Celui au visage marqué de cicatrices ne semblait pas être un survivant expérimenté, et ainsi, notre protagoniste était certain qu'il pouvait l'éliminer. Jin Seo-Woon tenta désespérément de se convaincre que c'était un jeu et qu'il ne prenait pas la vie d'une vraie personne. À ce moment-là, les mots magiques furent prononcés. Une énorme boule de feu passa près de notre héros. Le jeune homme au visage brûlé était terrifié car il n'avait pas le temps de réagir. Et tout d'un coup, il se retrouva réduit en cendres. Au début, notre héros pensa qu'il avait été témoin d'un meurtre, mais ce qu'il vit ensuite le laissa complètement choqué. Seo-Woon, qui se demandait l'identité du tireur, était maintenant certain qu'il était dans un jeu en voyant un coffre apparaître là où le cadavre aurait dû être. À ce moment-là, le mage qui s'était vengé du palefrenier qui avait osé voler ses objets passa juste à côté de lui. Le chapeau rouge trouva cela bien dommage que le garçon ne soit pas mort paisiblement dès son premier coup.
Seo-Woon était complètement émerveillé par les pouvoirs de cette cape, car elle lui permettait de passer inaperçu même avec l'ennemi juste à côté de lui. Le mage, connu sous le nom de Keiran, affirmait que ce palefrenier devrait se sentir honoré d'avoir été tué par lui, et avec cela, il se précipita pour vérifier le coffre qu'il avait laissé tomber. Notre héros aurait pu être démoli par le mage car il n'était qu'un débutant, tout comme l'homme maintenant mort. Cette expérience choquante lui fit réaliser que l'hésitation entraînerait sa perte. Et ainsi, il prit sa décision. Jin Seo-Woon ferait maintenant ce qui était nécessaire pour survivre. Keiran était content de l'objet qu'il avait trouvé dans le coffre de sa dernière victime. Ce n'est qu'alors qu'il se sentit surpris. Un projectile à grande vitesse avait frappé la barrière qu'il avait mise autour de lui. Keiran réalisa qu'il avait été trop bruyant en chassant sa proie, ce qui attira l'attention d'un autre joueur. Seo-Woon décida de tirer encore une fois, et une fois de plus, le mage ne put réagir. Si rien n'était fait, la barrière magique du magicien se briserait. Et ainsi, tandis que notre protagoniste restait calme dans sa cachette, celui avec les pouvoirs de feu commença à paniquer. Il essaya de prédire la direction où le sniper se cachait et il lança une boule de feu. Le mage exhorta alors le sniper caché à sortir et à se battre comme un vrai guerrier. La réponse à la provocation vint sous la forme d'un couteau volant. Sa cible était le jeune mage ignorant. Et avant que celui-ci ne puisse même réaliser ce qui se passait, sa barrière était brisée en 1000 morceaux. Keiran, qui était maintenant sans défense, commença à paniquer encore plus tout en exhortant l'ennemi à sortir. Pourtant, Seo-Woon était déterminé à rester bien caché. Avec cela, l'utilisateur de feu décida de recourir à un sort puissant. Mais avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte, une flèche avait transpercé sa tête. Il n'a même pas pu terminer l'incantation de son attaque avant que sa tête ne soit emportée par le sniper caché. Jin Seo-Woon avait remporté la victoire. Le joueur éliminé n'a laissé derrière lui qu'un coffre. Voyant qu'il ne pouvait pas risquer d'être repéré, Seo-Woon a décidé de piller le coffre aussi vite que possible avant de partir rapidement. Le coffre du mage contenait d'excellents objets, y compris un parchemin de guérison moyen. Notre héros avait également acquis un collier en or pur qui était la marque du conseil magique d'Escrow, qu'il jugeait inutile mais décidait de prendre quand même. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose d'intriguant dans l'autre coffre. Seo-Woon avait trouvé l'objet connu sous le nom de pierre du cercle qui installerait un cercle magique autour de son cœur, ce qui lui fournirait du mana. Voyant comment il apprendrait également la magie de la nature du cercle, le jeune homme réalisa que cet objet pourrait le transformer en véritable mage. Cela lui fit également comprendre que c'était l'objet que celui au visage brûlé n'avait pas eu le temps d'utiliser. Seo-Woon commença à plaindre cet homme, mais décida d'utiliser son objet avec plaisir. Et ainsi, il déversa tout dans son sous-espace avant de partir. Notre héros chercherait maintenant un bon endroit pour se cacher, afin d'utiliser ce nouvel objet. Après un certain temps, il réussit à trouver une maison qui semblait convenable. Une fois à l'intérieur, la pierre du cercle fut immédiatement utilisée. Selon le système, le processus qui ne nécessitait aucune autre action de sa part prendrait 3 heures et pourrait potentiellement faire ressentir au protagoniste une légère douleur. Et ainsi, la douleur potentielle commença. Seo-Woon fit de son mieux pour étouffer ses cris pendant 3 heures infernales de pure agonie. Il avait l'impression que le système avait menti au protagoniste qui avait presque perdu pied face à la douleur. Seo-Woon comprit que la magie était plus difficile à apprendre que les arts martiaux et décida de vérifier sa fenêtre de statut. D'après ce qu'il voyait, le garçon était ravi de constater qu'il avait acquis une statistique de mana. Le jeune homme décida alors de vérifier le nombre de survivants, car 2 avaient péri juste devant ses yeux. Mais dès que cela s'ouvrit, le sniper caché fut complètement déconcerté. Plus de la moitié des joueurs avaient déjà été éliminés. En jetant un coup d'œil au journal des éliminations, il réalisa que de nombreux survivants avaient péri aux mains d'un certain Nam Sagwang. Un peu plus tôt, un homme essayait désespérément de fuir pour sauver sa vie. Pourtant, à son grand malheur, celui qui le poursuivait prenait grand plaisir à la chasse. Ce n'est qu'alors qu'il trébucha sur une pierre. Celui avec la pierre géante tomba face contre terre. Maintenant sans défense, l'épéiste commença à supplier d'être l'un des 90 survivants restants. Voyant qu'il ne voulait pas que les autres le surpassent, l'homme commença à supplier du fond de son cœur. Mais malgré ses meilleurs efforts, sa tête avait été explosée par celui qui devait être devenu une célébrité parmi les autres joueurs maintenant. Tout comme ça, Nam Sagwang quitta la scène ne laissant derrière lui que la poitrine de sa dernière victime. Au 3e jour du jeu Salish, 54 joueurs avaient été éliminés en une seule nuit. Notre héros décida de rester à l'écart de Nam Sagwang qui avait causé la plupart du carnage. Mais ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il pourrait utiliser la situation pour entrer dans le top 10. Le héros commença à se demander quels seraient les prix attribués aux 10 premiers, théorisant qu'il pourrait être autorisé à emporter certains objets du jeu dans le monde réel. Seo-Woon se ressaisit rapidement alors qu'il commençait à rêver en grand peu après avoir réalisé qu'il y avait un tueur en série parmi les joueurs. Et ainsi, il décida de terminer ses préparatifs pour changer de lieu. Le jeune homme commença à se demander si le pouvoir résidant dans son corps avait réalisé qu'il avait acquis un livre de compétences magiques hier. Le livre en question était le livre magique de boule de vent qui permet à l'utilisateur de créer des sphères de vent en fonction de son pouvoir. Il n'a pas hésité avant de l'utiliser sur lui-même. Au début, notre héros ne se sentait pas différent quand soudain des sorts ont commencé à apparaître dans sa tête. Et juste comme ça, il a chanté les mots magiques pour activer le sort. Avec cela, 4 mini-sphères de vent sont apparues. Le jeune homme était quelque peu déçu par le résultat. Pour cette raison, il a jeté les petites boules.
Mais soudain, elles ont explosé dans une puissante rafale de vent. Ces petites sphères qui ont un sacré impact avaient le potentiel d'être pratiques. Mais comme il avait utilisé tout son mana en un seul sort, notre héros était soudainement fatigué. Avec le temps, la zone habitable sur la carte a commencé à rétrécir, alors que notre protagoniste continuait à en parcourir les bords pour trouver plus d'objets. Seo-Woon a commencé à penser qu'il ne trouverait pas beaucoup de joueurs car leur nombre avait considérablement diminué, et il voulait récolter le plus vite possible avant que la zone ne devienne plus petite. Mais il ne savait pas que quelqu'un l'observait d'en haut, scrutant chaque détail du voyage du jeune homme. Le vieil homme était assez intrigué, il décida donc de continuer à avancer. Après une demi-journée, notre héros est arrivé à un autre groupe de maisons. Mais ce qu'il y vit le laissa sans voix, les nombreux coffres éparpillés signifiant qu'un carnage avait eu lieu à cet endroit même. Les instincts du jeune homme remarquèrent alors quelque chose d'horrifiant. Il eut donc recours à ses pouvoirs magiques pour frapper la porte voisine avec ses explosifs à boules de vent. Au début, notre héros essaya de se débarrasser de ce sentiment. Il pensait qu'il y avait un ennemi à proximité, mais c'est alors qu'il remarqua quelque chose d'intrigant. En regardant à l'intérieur de la maison, il réalisa qu'elle était tachée de sang. Cela devait signifier qu'elle abritait un joueur blessé. Seo-Woon craignait que l'ennemi soit habile, puisqu'il avait survécu aussi longtemps dans le jeu, mais il était tenté de l'éliminer pour les objets, voyant qu'il était blessé. Mais finalement, il se retourna rapidement et quitta les lieux, voyant que sa survie était sa priorité principale. Après avoir attendu un certain temps et s'être assuré que celui qui était vêtu d'une cape avait quitté les lieux, le joueur sortit enfin de sa cachette. Il s'était caché à la dernière minute, voyant qu'il était sur le point d'être découvert. L'homme se trouva assez agacé, car notre petit héros aurait été facile à tuer. Avec cela, il décida de piller les coffres restants avant de reprendre sa route. Mais soudain, une flèche sortit de nulle part et perça son crâne. Ce n'est qu'alors que le joueur réalisa ce qui s'était passé. Pourtant, malheureusement, il était déjà trop tard. Tout comme ça, le piège tendu par notre sniper caché avait parfaitement fonctionné. Avec cela, notre héros a décidé de piller les coffres avant de se diriger vers les abords de la carte. Ce n'est qu'alors qu'il fut surpris par une voix soulignant à quel point il était habile dans ce genre de situation. Seo-Woon commença à paniquer alors qu'il allait être pris au dépourvu. Mais le vieil homme rassura le garçon en lui disant qu'il ne l'avait approché que pour poser quelques questions. Lorsqu'on lui demanda son nom, le vieil homme expliqua que les présentations seraient inutiles étant donné qu'il venait de deux réalités différentes. C'était la première fois que Jin Seo-Woon rencontrait ce type de personne à Claude. Et alors que le soleil commençait à se coucher, le vieil homme demanda au jeune homme s'il avait déjà joué à ce jeu. Il expliqua qu'il avait observé ses progrès rapides de loin et lui demanda s'il était conscient que rien de tout cela n'était réel. Jin Seo-Woon, choqué de ne pas avoir remarqué le vieil homme plus tôt, déclara que c'était sa première fois ici et qu'il y avait des jeux similaires dans son monde. Celui sans nom fut grandement étonné par cela, car il reconnut que le jeune homme en face de lui venait vraiment d'un autre monde. Jin Seo-Woon et le vieil homme remarquèrent alors que la nuit du troisième jour avait déjà commencé. Lorsqu'on lui demanda la taille de la lune sur Terre, le garçon réalisa qu'il n'avait jamais remarqué à quel point celle-ci était grande ici. Il s'avère que la lune dans les réalités de Seo-Woon et du vieil homme était plus petite que celle de cet endroit. Le vieil homme expliqua qu'il s'intéressait au protagoniste du jeu qui soutenait qu'il risquait une attaque surprise en restant ici. Ainsi, celui sans nom proposa de se déplacer vers un endroit plus sûr pour reprendre la conversation, tandis que notre héros exigeait l'assurance qu'il ne serait pas trahi. Le vieil homme ignora sa question et lui rappela qu'il devait rester silencieux en tout temps. Il commença alors à sauter d'un arbre à l'autre tout en expliquant que le silence était leur seul moyen de ne pas être repéré. Pourtant, le vieil homme se déplaçait un peu trop vite pour notre protagoniste geek. Et tout d'un coup, les deux se sont rendus à un autre endroit. À ce moment-là, notre héros ne savait pas à quel point rencontrer cet homme allait affecter sa vie. Plus tard, ailleurs sur la carte, une fois en sécurité, dans un arbre haut perché, Seo-Woon, qui avait peur de tomber, expliqua que son monde moderne avait créé des jeux virtuels similaires à celui-ci. Seo-Woon commença à se demander depuis combien de temps l'ancien l'espionnait, car il avait vu de ses propres yeux à quelle vitesse il s'était développé. Il répondit ensuite à la question que notre héros se posait en expliquant qu'ils avaient atterri au même endroit. Au début, le vieil homme voulait passer tout le match seul en paix, mais il a fini par observer notre héros car il voulait lui demander pourquoi et comment ils avaient été entraînés ici. Mais en apprenant que celui du monde moderne était tout aussi ignorant, le vieil homme était confus car il y avait apparemment des jeux similaires dans sa réalité. Seo-Woon a expliqué qu'il parlait de jeux innocents et littéraux, qui ne nuisent à personne et que personne ne sait pourquoi le créateur du jeu les a aménagés. Le vieil homme comprit rapidement ce que le jeune homme voulait dire. Mais à son grand intérêt, il a affirmé que ce jeu serait une chance en or pour quelqu'un. Selon notre héros, les joueurs ne meurent pas réellement dans ce jeu et les récompenses promises pour les 10 premiers seraient les objets qu'ils avaient acquis dans le jeu. Le vieil homme a compris que le protagoniste faisait référence à l'équipement, aux arts martiaux et aux compétences qu'il avait acquis au cours de son voyage. Seo-Woon expliqua que contrairement au vieil homme qui devait avoir une vie facile, des pouvoirs comme la magie pouvaient vraiment le sortir de sa misère. Il était facile de voir que le vieil homme était un maître respecté en arts martiaux, contrairement à notre pauvre gars qui voyait ce jeu comme un moyen d'obtenir une vie plus facile. Seo-Woon fut alors surpris et se précipita pour faire taire le maître sans nom qui éclata de rire. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, ils réalisèrent qu'ils ne savaient même pas comment accéder à la carte.
Avec cela, Jin Seo-woon et le vieux maître passèrent toute la nuit à converser ensemble, tandis qu'il expliquait en détail au vieil homme comment fonctionne le jeu. Alors que le matin arrivait enfin, leurs pieds touchèrent enfin le sol. Le vieil homme s'excusa alors auprès du protagoniste d'avoir gaspillé tant de son temps. Pourtant, Seo-woon, qui appréciait les récits du monde du vieil homme, ne s'en souciait pas car le côté du vieil homme était l'endroit le plus sûr possible. Voyant combien il avait appris sur le jeu grâce à lui, le vieil homme demanda au jeune comment il pourrait jamais le rembourser. En entendant cela, notre protagoniste demanda immédiatement à apprendre les arts martiaux du vieux maître, car ils seraient cruciaux pour son objectif de survivre jusqu'à la fin. Après y avoir réfléchi un bref instant, l'expert en arts martiaux choqua le débutant en affirmant que cela serait compliqué. Selon le vieil homme, Seo-woon doit se préparer à rencontrer sa fin inévitable. Et ainsi, le maître demanda au jeune guerrier s'il était vraiment prêt à prendre un tel risque. Selon le vieil homme, les codes de triche qui lui permettraient de réussir rapidement auraient un prix élevé. Et donc, lorsqu'il demanda au jeune homme s'il était prêt, Seo-woon lui rappela que dans ce jeu, la mort réelle n'existe pas. Dans ce cas, la méthode pourrait être possible, laissant notre protagoniste excité. Seo-woon est devenu excité lorsque le vieil homme a expliqué qu'il pourrait y avoir de l'espoir pour lui. Avec cela, le maître a décidé de vérifier combien d'énergie intérieure son élève avait. Mais ce qu'il a trouvé l'a complètement choqué. Le garçon était si faible que même le chien du vieil homme avait plus d'énergie que lui. Voyant comment Seo-woon venait d'une réalité sans magie, avec cela, l'élève a été invité à s'asseoir en tailleur. Tout avait maintenant été dit. Le vieil homme expliqua que le jeune allait maintenant ressentir une douleur horrible et qu'il ne pourrait pas y réagir. Selon lui, ne pas supporter l'agonie entraînerait la mort. Les sens du protagoniste avaient été grandement aiguisés au point que l'air ressemblait à des couteaux sur sa peau et à de la lave dans ses poumons. À ce moment-là, quelque chose d'étrange commença à se produire alors que notre héros fut frappé par une sensation soudaine. Seo-woon commença à crier de douleur et d'agonie. Cette expérience était si intense que le jeune homme pensa qu'il était sur le point de rencontrer sa fin. Mais c'est seulement alors que cela se produisit. Alors qu'il s'enfonçait encore plus dans la sensation avec ses sens aiguisés, il se vit soudain ainsi que le maître. Malgré les cris internes, à l'extérieur, le joueur semblait parfaitement immobile. Et tout d'un coup, l'expérience prit fin. Après cette expérience terrifiante, l'estomac de notre héros était fortement perturbé. Le vieil homme expliqua au héros de Warfang que le fait qu'il ait survécu à cette méthode signifiait qu'il avait le potentiel de grandir. Les choses seraient désormais différentes, car le vieil homme avait modifié le flux de chi à l'intérieur du jeune homme. Le maître a ensuite souligné comment son élève voulait gagner en force rapidement et avait utilisé un fragment de sa propre âme pour créer une porte d'absorption. Normalement, les êtres humains ne devraient pouvoir absorber le chi qu'en respirant. Pourtant, cette nouvelle porte changerait les choses pour notre protagoniste. Selon le vieil homme, la chair, l'esprit et l'âme qui composent un humain sont tous connectés par l'énergie vitale. Il a ensuite demandé à Seo-woon ce qu'il advient de l'énergie quand quelqu'un meurt. Alors le garçon a théorisé qu'elle périt avec son propriétaire. Selon le vieil homme, ce n'était pas le cas car l'énergie vitale se diviserait. C'était similaire à une goutte d'eau explosant en touchant le sol. À la mort, l'énergie vitale retourne à la nature pour maintenir le cycle de la vie. Mais selon le vieil homme, certaines personnes trouvaient cela du gaspillage. Ces individus ont commencé à tuer pour voler l'énergie vitale, mais comme le pouvoir n'était pas le leur, certains ont perdu leur pouvoir, tandis que d'autres ont perdu la vie à cause du chaos intérieur. Et maintenant, le vieil homme avait donné au jeune sniper le pouvoir d'utiliser cette sombre capacité. Seo-woon réalisa qu'il aurait pu vraiment mourir. Alors que le vieil homme expliquait qu'il était différent des autres, car il absorberait en utilisant une porte faite d'une âme, le maître avait également tordu le corps du jeune homme privé d'énergie intérieure pour en faire un vaisseau parfait pour le chi absorbé. Seo-woon devina immédiatement que le vieil homme lui avait donné une technique aussi mortelle en raison des circonstances du jeu. Celui qui n'avait pas de nom réalisa l'autre jour que même après la mort, l'énergie des joueurs restait sur place. Cette technique, qui serait considérée comme maléfique car elle nécessitait de tuer, serait en fait parfaite pour l'environnement de ce jeu. Selon le vieil homme, si le jeune protagoniste continuait à tuer pour survivre, il deviendrait extrêmement puissant à la fin du jeu. Et donc, sur ces mots, le maître décida de faire ses adieux à son élève. À ce moment-là, Jin Seo-woon exigea de connaître le nom de l'homme qui lui avait fait ce grand cadeau. Le vieil homme se présenta comme le sérène immortal Jang Do-chin et révéla que le nom de la technique interdite était la technique d'énergie intérieure sans restriction. Et ainsi, alors que le héros affirmait qu'il était dans les profondeurs éternelles de l'immortel, celui-ci lui conseilla de travailler dur pour augmenter progressivement sa force. Do-chin ouvrit alors la carte très utile que le joueur lui avait montrée. À la fin, le vieil homme affirma aux jeunes qu'il attendait avec impatience leur prochaine rencontre. Et ainsi, l'immortel reprit son chemin. Ce n'était pas une surprise pour le tireur embusqué de voir le maître disparaître rapidement. Cela lui fit souhaiter une technique qui lui permettrait de déplacer son corps plus facilement. Cela dit, Seo-woon décida de se concentrer sur le jeu et de se diriger vers les abords de la zone autorisée.
En raison de sa vitesse incroyable, le maître fit de lui-même et du jeune homme chacun le centre en un instant. Mais maintenant seul, le jeune homme devait marcher pendant une demi-journée pour revenir à la périphérie de cette carte incroyablement vaste. Le joueur aperçut alors une maison avec une lumière allumée. Cela pouvait signifier que cet endroit était complètement vide ou abritait un débutant complet sans expérience. Malgré cela, Seo-Woon se précipita en avant, déterminé à conquérir cette maison. Notre héros entra discrètement dans l'endroit. Il fit de son mieux pour se faufiler sans faire de bruit. Et tout comme ça, les protagonistes soulagés éteignirent la lumière de la lanterne. Et pourtant, ils ne pouvaient s'empêcher d'être déçus. Bien qu'ils soient en sécurité, cette maison n'avait à offrir que de la nourriture et un petit parchemin de guérison. Seo-Woon réalisa alors rapidement qu'il n'avait pas pu se reposer la nuit dernière car il l'avait passé à converser avec le maître. Il décida donc de s'accorder un peu de repos. Ainsi, notre joueur profita d'une nuit de sommeil paisible. Le 5e jour du jeu se leva rapidement. Notre héros profitait des quelques minutes de sommeil qui lui restaient. Ce n'est qu'alors que le bruit de pas fut entendu. Celui qui dormait se réveilla, effrayé en entendant une voix dans la maison. Un ennemi avait maintenant atteint sa cachette. Seo-Woon, qui était groggy parce qu'il avait trop dormi, se précipita pour attraper son arbalète. À ce moment-là, le guerrier ouvrit la porte dans l'intention de se reposer dans la maison pour ensuite découvrir quelque chose d'alarmant. En ouvrant la porte, le guerrier vit une arbalète pointée sur lui. Le jeune homme tira rapidement, mais le samouraï fut rapide et réussit à couper la flèche juste à temps. Voir que cette maison était déjà habitée agaça fortement le guerrier. À ce moment-là, notre héros l'attaqua avec ses couteaux de lancer. Le samouraï, qui continuait à avancer malgré les dégâts, critiqua son adversaire pour avoir osé utiliser des armes dissimulées. Ce n'est qu'alors qu'il fut saisi par la tête. L'homme fut alors violemment projeté au sol. Seo-Woon donna ensuite rapidement un coup de pied pour faire tomber l'épée de sa main. Notre héros était particulièrement irrité car son beau rêve avait été interrompu par celui qui implorait maintenant sa vie. Le guerrier abandonna tous ses biens au protagoniste et commença à se plaindre de la difficulté de survivre. Mais le jeune sniper s'en moquait éperdument et poignarda sans pitié le samouraï à la tête. Et ainsi, le guerrier connu sous le nom de Xiaolong trouva sa fin aux mains de Jin Seo-Woon, qui luttait également pour survivre au jeu. Après son dernier meurtre, notre héros remarqua quelque chose d'intrigant, alors que le coffre laissé par le samouraï avait une sorte d'aura verte autour de lui. Le protagoniste reconnut rapidement cela comme l'énergie à laquelle le maître faisait référence. Même le sang sur ses doigts empestait cette énergie. Notre héros était maintenant en contact avec le soi-disant Chi. À ce moment-là, le processus d'absorption commença. Seo-Woon sentit une puissance immense parcourir ses veines alors qu'il goûtait pour la première fois à l'énergie vitale. L'énergie absorbée d'une personne faisait se sentir incroyablement léger et rempli de force. Voyant cela, il se précipita pour vérifier sa fenêtre de statut. Seo-Woon avait maintenant obtenu une statistique d'énergie interne, acquis 20 points, qui se déplaçait maintenant. Cela le rendait encore plus reconnaissant pour le cadeau du vieil homme et le rendait déterminé à obtenir plus d'énergie, même sans se salir les mains. Le survivant a alors décidé de vérifier combien de joueurs restèrent dans le jeu. Mais en ouvrant le journal des éliminations, il fut complètement choqué. Le 5e jour, un total de 76 joueurs avaient déjà été éliminés. À ce moment-là, quelque chose a changé sur l'écran. Le nombre de survivants est passé de 24 à 23. Nam Sa-Gwang, avec ses arts martiaux, a pu tuer quelqu'un appelé Karl Verstappen. Quelque part ailleurs sur la carte, quelqu'un était sur le point de rencontrer sa fin. Pourtant, avant de partir, le joueur prononça le nom de son assassin. Et juste comme ça, il ne resta rien de lui derrière, sauf un coffre contenant ses objets. Nam Sa-Gwang était plutôt déçu, car le joueur qui avait attaqué en premier s'est avéré incroyablement faible. Agacé par tout cela, il a décidé de vérifier le journal des éliminations. Il ne restait plus que 22 joueurs dans le jeu. Pour une raison quelconque, le nom de notre protagoniste qui apparaissait dans le journal des éliminations semblait familier aux martialistes. Pendant ce temps, le même protagoniste a décidé d'éviter Nam Sa-Gwang à tout prix. Il savait très bien qu'il n'aurait aucune chance contre lui, voyant combien il avait eu du mal à tuer un inconnu. Avec cela, notre héros a décidé de piller la maison avant que la carte ne rétrécisse encore plus. Voyant que le samouraï n'avait laissé derrière lui que du butin médiocre, il était raisonnable de penser qu'il aurait pu gagner le combat s'il avait eu de meilleurs objets sur lui. Notre héros a décidé de disparaître dans la nature jusqu'à ce que le nombre de joueurs diminue encore plus. 7 jours se sont écoulés depuis. Seo-Woon a réalisé à quel point sa fortune était grande au début du jeu. Pendant les 7 jours, tout le butin qu'il avait acquis en chassant pouvait être considéré comme absolument inutile. Et comme le sniper caché s'était dissimulé en périphérie de la carte et se déplaçait tout le temps, il avait été épargné de tomber sur d'autres ennemis. Le 12e jour du jeu, Seo-Woon commençait à se lasser de manger constamment du jerky. Maintenant, devant un ours, il commença à penser qu'il ne restait plus que 20 joueurs dans le jeu. Dès qu'il sortit sa main de la barrière, il eut l'impression qu'elle était paralysée. Le héros, qui serait gelé en dehors de la zone, a commencé à penser à la façon dont tous les joueurs restants étaient prudents et comment le fou était le seul à tuer. À ce moment-là, le jeune homme a remarqué quelque chose d'intriguant. En voyant le grand petit nuage se former au-dessus d'une zone proche, Seo-Woon a déduit qu'il y avait un grand combat en cours. Le fou était presque à bout de souffle.
Un groupe de joueurs puissants s'était uni pour trouver et abattre Nam Sagwang. Le joueur trouvait cela plutôt pathétique qu'ils s'attaquent tous à un seul enfant comme lui, mais était content car il lui épargnait l'effort de les traquer. Nam Sagwang demanda alors à ceux qui en voulaient à sa vie s'ils s'étaient préparés à mourir avant de venir ici. Et juste comme ça, le garçon sauta dans les airs. Au début, les joueurs ont supposé que leur cible essayait de s'échapper, mais à ce moment-là, le garçon a attrapé l'un de leurs crânes et l'a éclaté avec une grande facilité comme un ballon. Cela a laissé tout le monde incroyablement horrifié. Nam Sagwang a alors décidé d'abattre un deuxième joueur. Et dans un clin d'œil, le fou a commencé à se frayer un chemin à travers les innombrables joueurs. Ce combat ne pouvait pas être qualifié de lutte. En fait, on pourrait même le décrire comme un véritable massacre, voyant comment les joueurs se faisaient massacrer de tous côtés. Le journal des éliminations montrait clairement que si rien n'était fait, Nam Sagwang deviendrait le champion incontesté de ce jeu. Pendant ce temps, nos protagonistes choqués regardaient avec horreur le fou ajouter de plus en plus de noms à son KDA. En voyant cela, notre héros commença à penser que Nam Sagwang devait utiliser une sorte de code de triche. Finalement, les joueurs faibles ne pouvaient rien faire contre un jeune homme aussi puissant. Il était particulièrement agacé d'être obligé de se tremper dans le sang collant de ses ennemis. Cela dit, le fou décida d'aller trouver un endroit où il pourrait se laver. Un certain temps s'était écoulé et c'était maintenant la nuit. Quelqu'un arriva sur les lieux. Celui avec les oreilles pointues reconnut le bâton ensanglanté comme celui de son père. Voyant cela, l'elfe fit un serment au nom d'escroc de venger sa camarade tombée, Elisabeth. 89 des 100 joueurs avaient déjà trouvé la mort. Notre héros devait juste attendre une mort de plus pour entrer dans le top 10. Il réalisa aussi qu'il devait se procurer un meilleur équipement s'il voulait avoir une chance contre le tout-puissant Nam Sagwang. Le jeune homme aperçut alors un manoir qui serait englouti par la zone interdite demain matin. Il s'y précipita donc, affirmant que c'était le dernier endroit où il pouvait cultiver en paix. Seo-Woon ouvrit doucement la porte pour vérifier s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Notre héros fut émerveillé par l'intérieur du manoir. Contrairement aux petites maisons qu'il avait visitées, il se trouvait maintenant dans un établissement immense et bien décoré. Il tomba ensuite sur une armure de garde royale qui nécessiterait une force de 110 pour être portée. Seo-Woon, qui avait une force pathétique de 30, n'avait pas d'autre choix que de laisser l'objet puissant derrière lui. En continuant à explorer le manoir, il remarqua un autre objet intéressant. Notre héros avait acquis un élixir de perspicacité qui lui permettrait d'augmenter son énergie intérieure et avait un temps de réinitialisation de 3 heures. Cet objet laissa notre héros stupéfait et le fit se demander si ce manoir n'était rempli que de choses incroyables à piller. Il a même trouvé un livre d'arts martiaux intitulé « Secret du point incassable ». Et juste au moment où notre tireur d'élite commençait à penser que ces objets nécessiteraient de se cacher quelque part comme le cercle de pierre, il a soudainement marché sur quelque chose de creux. Seo-Woon était intrigué. Il avait maintenant trouvé l'entrée de l'entrepôt de la dimension. Mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, une énorme explosion se produisit soudainement. Et avant que notre protagoniste ne puisse même réaliser ce qui se passait, il se jeta instinctivement par la fenêtre. Notre héros avait du mal à suivre ce qui se passait. Pourtant, il réussit à s'échapper, étant projeté dans les buissons à la dernière seconde. Et tout comme ça, Seo-Woon tomba dans un buisson près du manoir. C'était plutôt déroutant, car Seo-Woon s'était assuré que personne ne le suivait. Ce n'est qu'alors qu'il vit quelque chose qui attira son attention. Notre héros reconnut le mage devant lui comme celui qu'il avait vu dans le hall. Le mage fit remarquer que sa cible avait vraiment acquis son impressionnant KDA par compétence seule, car il avait survécu à l'explosion. Et alors qu'il commençait à l'éviter, l'elfe promit qu'il n'oublierait jamais le nom Nam Sagwang. Le jeune homme a exhorté le magicien à arrêter de se surestimer et de fanfaronner. Nam Sagwang a exhorté cet ennemi volant à commencer le combat déjà, car il n'avait pas de temps à perdre. Comme l'elfe l'a souligné, le jeune homme ne resterait pas arrogant longtemps. Celui-ci ne pouvait s'empêcher d'être amusé par l'attitude de son ennemi. Pendant ce temps, Jin Seo-Woon était vraiment choqué de voir que le tout-puissant Nam Sagwang, qui avait éliminé d'innombrables joueurs, était en fait assez jeune. Le mage trouva le jeune homme plutôt arrogant et décida de le rabaisser immédiatement. Notre héros faible n'avait pas d'autre choix que de regarder les deux titans se battre entre eux. À ce moment-là, celui connu sous le nom d'Escrow a invoqué la foudre. Il a commencé à canaliser les éclairs pour lancer ses attaques. Et tout comme ça, le jeune artiste martial n'avait d'autre choix que d'esquiver les attaques venant d'en haut. Le mage en avait assez que l'artiste martial esquive constamment ses attaques et l'incita à passer à l'offensive, tout comme il l'avait fait avec Elisabeth. C'était la première fois de sa vie que le jeune homme talentueux rencontrait quelqu'un d'aussi puissant que l'elfe. Le mage se trouvait grandement irrité par le jeune homme qui continuait à esquiver ses attaques, et il décida donc de recourir à l'un de ses mouvements spéciaux pour terminer le combat rapidement. Ainsi, une tempête de foudre fut déchaînée sur l'artiste martial. Nam Sagwang sentit qu'un seul de ses éclairs pouvait le mettre hors jeu. Malgré cela, il resta calme et fit de son mieux pour esquiver toutes les attaques. Cela dit, le combattant sauta aussi haut que possible. Le mage fut stupéfait, car malgré le fait de léviter haut dans les airs, Nam Sagwang réussit à réduire la distance entre eux. Cela dit, le jeune artiste martial se prépara à porter le coup final. Le mage affirma que sa seule force ne pouvait pas briser sa barrière magique avant de trancher le jeune homme en deux avec son bâton.
Au début, il semblait que le joueur infâme avait enfin rencontré sa fin, mais c'est alors qu'il disparut. Le mage réalisa qu'il venait juste de détruire une illusion. À ce moment-là, quelque chose intrigua le spectateur. Seo-Won était étonné par la puissance de l'elfe qui surpassait même le fou et par le fait qu'il était assez fort pour arrêter un train. Escroc théorisa que son adversaire avait dû s'échapper hors de sa portée, voyant que son objet de détection ne pouvait pas le repérer. Et sur ce, l'elfe jura à haute voix qu'il prendrait la vie du jeune artiste martial la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Pendant ce temps, le jeune homme en question faisait de son mieux pour fuir pour sauver sa vie. Pour leur prochaine rencontre, Nam Sagwang était déterminé à ne pas se laisser surprendre comme aujourd'hui et à enfin mettre fin à la vie du mage. Pourtant, la priorité actuelle du jeune artiste martial était de fuir pour se reposer. Après le combat, le mage est retourné au sol et a commencé à observer tranquillement la zone. Mais il n'a pas réussi à repérer notre héros à cause de sa cape magique. Seo-Won a alors théorisé que ni le mage, ni le puissant artiste martial ne reviendraient sur le lieu du combat de sitôt. Et juste comme ça, il a pu localiser ce qu'il cherchait. Maintenant, devant l'entrée de l'entrepôt, Seo-Won commença à fantasmer qu'il était rempli d'objets importants et de grands trésors. À première vue, les escaliers descendaient. Pourtant, voyant que personne ne semblait avoir exploré cet entrepôt, notre héros décida d'être le premier à entrer. La lampe qu'il avait volée dans l'une des maisons s'avéra très utile, et ainsi, en atteignant la fin des escaliers, il l'accrocha. Seo-Won avait maintenant atteint une zone de stockage alimentaire. Cela l'a particulièrement déçu, car il espérait trouver des objets, mais n'a découvert que de la nourriture. Son estomac grandissant, qui avait été rempli de viande séchée dégoûtante jusqu'à présent, n'était pas si déçu. Et ainsi, après 1 heure, notre héros termina enfin son repas. Le jeune Coréen aurait aimé avoir du riz avec ce repas, mais il ne pouvait pas se permettre d'être difficile. Satisfait, il jeta un coup d'œil au livre d'arts martiaux qu'il avait acquis. Voyant que ce livre parlait d'un art martial éteint créé par un homme ridicule qui voulait perfectionner l'art du poing, Seo-Won était plutôt déçu. Mais tout comme la nourriture, le survivant ne pouvait pas se permettre d'être difficile avec ses compétences. Après y avoir réfléchi, le protagoniste décida de consommer l'élixir avant d'essayer de tester son nouvel art martial. Au début, le jeune homme était hésitant, car sa première expérience avec la pierre du cercle avait été vraiment douloureuse. Mais son obsession pour la force le poussa à boire l'élixir d'un coup. Et ainsi, le processus commença. Seo-Won pouvait sentir le mana affluer dans son corps, mais le jugeait bien trop faible comparé à l'énergie qu'il avait absorbée plus tôt. En raison du pouvoir de l'élixir, Seo-Won perdit la capacité de bouger son corps pendant 3 heures, et après une longue attente, il finit par reprendre le contrôle de sa propre chair. Le sniper, qui avait dû attendre pendant 3 heures, se retrouva épuisé. Celui qui s'était caché dans la forêt pendant 7 jours était reconnaissant d'avoir survécu au combat entre le martialiste fou et le grand mage. Et sur ce, notre héros s'endormit enfin. Ainsi, la longue journée prit finalement fin. C'était maintenant le 13e jour. Dès que le matin se leva, notre héros ouvrit la trappe de l'entrepôt. Il n'était pas surpris de se voir à côté de la zone interdite et a décidé de vérifier le journal des éliminations. Maintenant, il ne restait plus que 10 survivants dans le jeu. Mais à ce moment-là, le jeune homme remarqua quelque chose d'intriguant. Selon le système, le vieil homme gentil d'avant s'était donné la mort. Seo-Won théorisa que son maître, sachant que la mort n'existe pas dans ce royaume, devait avoir essayé une méthode d'entraînement insensée. Notre héros trouva que c'était la seule explication logique et fut déçu par le fait qu'il n'était entré dans le top 10 que grâce à la mort de l'immortel. Sa cape fut alors prise dans la zone restreinte. Voyant que la carte rétrécissait, notre héros décida de se déplacer immédiatement avant d'être englouti par la zone interdite. Et sur ce, le survivant reprit sa course. Seo-Won prévoyait d'éviter les combats autant que possible. Pour quelqu'un d'aussi faible que lui, ce serait le moyen le plus sûr de grimper dans le classement. Quand soudain, notre héros sentit quelque chose arriver. Seo-Won esquiva l'attaque toute puissante à la dernière seconde. Cette énorme boule de feu l'avait presque pris par surprise. Une seule personne lui vint à l'esprit, voyant comment il avait été attaqué par magie. Et il s'avéra que ce qu'il craignait était vrai. L'humain était maintenant devant Seo-Won, le grand mage. L'elfe était quelque peu déçu, car sa détection d'objets n'avait pas localisé le fou artiste martial, mais un tireur d'élite sans nom. Seo-Won était en faute, car il avait été tellement captivé par sa nouvelle vitesse après avoir absorbé de l'énergie qu'il avait oublié d'être vigilant. L'elfe demanda alors à l'humain s'il connaissait l'emplacement de Nam Sagwang. Le mage déclara que le tireur d'élite serait éliminé s'il ne répondait pas à sa question, mais il ne savait pas que sa cible était plus proche qu'il ne le pensait. Le mage expliqua au jeune homme qu'il ne lui épargnerait la vie que s'il lui révélait l'emplacement de sa cible. Mais notre tireur d'élite sans nom affirma qu'il ne pouvait pas connaître l'emplacement du fou martial. Ce n'est qu'alors que le jeune homme vit quelque chose de choquant. Juste au moment où l'elfe était sur le point de le terminer, quelque chose vint sur lui d'en haut. Et tout d'un coup, le jeune homme se heurta à la barrière magique du grand mage. Escroc avait été pris par surprise. Nam Sagwang, qui s'était complètement rétabli, fit remarquer que le mage devait être à court de mana. Notre protagoniste fut choqué de voir le génie des arts martiaux apparaître de nulle part. Cela dit, Nam Sagwang décida de terminer sa cible, et tout d'un coup, son coup de poing brisa la barrière magique. Escroc se moqua de la force de l'artiste martial et expliqua que de telles attaques ne pouvaient pas le blesser, quand tout à coup, il commença à saigner.
Nam Sagwang demanda à l'elfe s'il connaissait Gangé. Parmi ces arts, il y en avait un nommé
Seo-Woon était heureux de voir que toutes ses statistiques avaient beaucoup augmenté, avec une résistance magique atteignant même 90. Et avec cela, notre héros était maintenant certain qu'il deviendrait le champion du jeu. Le coffre contenait également de nombreux livres d'arts martiaux que le protagoniste ne pouvait pas apprendre, car il devait y avoir une condition à remplir avant de le faire. À ce moment-là, quelque chose attira l'attention du tireur d'élite désormais puissant. Il remarqua qu'un ennemi se rapprochait. Mais à ce moment-là, quelqu'un lança un sort de feu sur lui. Jin Seo-Woon fut frappé de plein fouet par une puissante explosion de feu. Le lanceur de sort le critiqua pour avoir baissé sa garde en ramassant des objets. Il a même affirmé que Seo-Woon devait être vraiment chanceux, car quelqu'un qui tomberait dans une telle attaque surprise avait très peu de chances de vaincre Nam Sa-Gwang. Mais à la grande surprise du mage, sa cible restait debout même après avoir été touché par ses flammes. Grâce à ses 90 points de résistance magique, le tireur était devenu si fort que de tels sorts ne pouvaient même plus l'égratigner. Et sur ce, il a commencé à bouger. Maintenant approché à vitesse de marche, le mage commença à paniquer et menaça de lancer un sort encore plus puissant. Avec cela, le mage commença à canaliser sa magie pour lancer une attaque puissante. Pourtant, selon notre protagoniste, cela serait inutile. Et tout comme ça, le tireur a continué à marcher, même après avoir subi une énorme explosion de feu. Le moment était venu de lancer la contre-attaque. Seo-Woon a décidé d'utiliser son premier art martial. Pour frapper l'adversaire, il a choisi son point de souffrance direct. Le coup était si puissant que l'adversaire a commencé à cracher du sang avant d'être projeté contre un arbre voisin. En voyant à quel point sa puissance de feu avait augmenté, le jeune homme choqué a compris que la force de sortie des arts martiaux dépendait grandement de l'énergie interne. Et avec cela, et juste d'un seul coup, le nombre de survivants a été réduit d'1. Alors qu'il absorbait l'énergie de sa dernière victime, Seo-Woon commença à penser que sa résistance magique de 90 devait le protéger des sorts intermédiaires. Voyant comment le génie des arts martiaux avait été éliminé, tous les survivants restants allaient maintenant se montrer. Avec cela, notre héros ne tarda pas à réaliser qu'il avait une nuit difficile devant lui. Et sur ce, il commença à bouger à nouveau. Avec ces nouvelles améliorations, Jin Seo-Woon avait acquis une vitesse similaire à celle du vieil homme envers qui il avait une énorme dette de gratitude. Après avoir été en mouvement pendant 60 minutes, notre héros s'arrêta un bref instant pour explorer la zone lorsqu'il entendit soudain quelqu'un l'exhorter à sortir. Seo-Woon était choqué de voir qu'il y avait un joueur qui crierait vraiment comme ça en pleine nature. Le grande gueule avec une épée géante voulait que le protagoniste prouve son courage en se montrant. Le grand monstre musclé criait que tous les autres concurrents se cachaient sûrement de lui quand soudain quelque chose lui arriva dessus. Le bretteur remarqua rapidement le projectile entrant et il utilisa donc son épée géante pour se protéger de la flèche. Et ainsi, tandis que le monstre musclé était furieux de ce qu'il considérait comme un geste lâche, Seo-Woon devint curieux. Il commença à se demander qui était l'archer qui avait tiré la flèche. Selon l'épéiste, il n'y avait qu'un seul tireur capable de tirer une flèche après l'avoir infusée d'une quantité incroyablement grande d'aura. Le tireur en question porte le nom de Juro-Kwana. L'homme était intrigué de voir que l'épéiste le connaissait. Cela a poussé le monstre musclé à révéler à Juro-Kwana que lui et le reste des mercenaires le considéraient comme un archer divin légendaire. Le culturiste a ensuite proposé à l'archer de faire équipe pour gagner la compétition, en commençant par éliminer Jin Seo-Woon. Avec cela, celui aux oreilles pointues atterrit sur le sol. Le mercenaire se présenta immédiatement comme Stenko. Il promit ensuite à l'archer qu'il serait satisfait de lui car il était assez célèbre dans sa guilde. L'elfe répondit par un seul mot. Stenko ne pouvait s'empêcher de trouver le soi-disant archer divin plutôt stupide. Juro-Kwana fut alors assez intrigué, car il semblait avoir mal calculé son timing. Le mercenaire affirma ensuite que c'était une erreur fatale pour un tireur de réduire la distance. Il n'a pas fallu longtemps à Stenko pour rompre son alliance avec le légendaire archer et le trahir. Et sur ce, il brandit sa lame pour éliminer l'archer. Mais il ignorait qu'une chose volait vers lui à grande vitesse. Juste comme ça, une flèche venue de derrière pénétra le crâne du géant mercenaire. Juro-Kwana trouvait plutôt risible que Stenko pense qu'il accepterait réellement de faire équipe avec lui. Celui qui avait perdu beaucoup de temps décida alors de se concentrer sur la localisation de sa priorité absolue, qui était notre protagoniste. Le même protagoniste qui s'était précipité pour voler la vitalité du coffre tombé, car il ne restait que 6 personnes dans le jeu. Il devint alors assez agacé que l'énergie ne soit pas absorbée plus rapidement. À ce moment-là, le tireur se retourna soudainement. Seo-Woon se figea sur place alors que le regard de l'ennemi se fixait soudainement. Notre héros a commencé à paniquer, pensant que l'elfe avait réussi à le repérer malgré son manteau d'invisibilité. Il a commencé à penser que l'ennemi pourrait avoir une sorte de capacité cachée et s'est blâmé d'avoir imprudemment tenté d'absorber l'énergie vitale sans y réfléchir. Finalement, Juro-Kwana a décidé de ne pas s'embêter avec le butin de Stenko, voyant à quel point il était faible. Et donc, pensant que les objets à l'intérieur du coffre ne seraient à qu'un poids mort, l'archer légendaire finit par s'en aller. Cela soulagea Seo-Woon, qui était sur le qui-vive, et il tomba au sol. Il fut surpris par la qualité des instincts de l'archer. Le nom de cet homme était désormais gravé dans la mémoire du protagoniste. Jin Seo-Woon avait maintenant trouvé le prochain grand méchant qu'il devrait affronter. Peu après, la carte commença à rétrécir encore plus vite.
Le protagoniste remarqua ce changement. Malgré le fait qu'il restait 87 jours, Seo-Woon supposa que puisque la plupart des joueurs avaient maintenant été éliminés, le taux de rétrécissement devait avoir augmenté. Ce n'est qu'alors qu'il est tombé sur quelque chose de délicat. Notre héros se trouvait maintenant devant une vaste zone ouverte. Tous les joueurs sauraient immédiatement où il se trouve s'il se battait dans cette herbe haute. Soudain, quelqu'un a attaqué. Le protagoniste s'est retourné pour battre en retraite. Et en voyant les lames vertes se précipiter vers lui, l'homme invisible a été choqué. Alors que l'attaque descendait sur le sol, Seo-Woon a réussi à esquiver tous les coups entrants. C'était plutôt choquant de voir quelqu'un viser parfaitement, sachant que sa cape devrait le rendre indétectable. Et tout comme ça, l'ennemi l'a attaqué à nouveau. Voyant que les projectiles étaient maintenant plus nombreux qu'avant, Seo-Woon réalisa que sa seule option était de les affronter de front. Et ainsi, l'homme invisible prit une position de combat. Seo-Woon allait maintenant essayer de faire confiance à son énergie interne, car c'était tout ou rien à ce stade. Cela dit, il utilisa son coup de poing extrême. L'attaque de son poing créa une onde de choc puissante qui brisa toutes les attaques à l'impact. Notre héros venait de réaliser à quel point il avait sous-estimé sa force. Ainsi, il sauta haut dans les airs. Sa priorité était maintenant de localiser celui qui l'avait attaqué. À ce moment-là, quelque chose attira l'attention de notre homme invisible. L'ennemi avait enfin été repéré. Le même homme qui était choqué de voir que l'attaque dans laquelle il avait investi toute sa force avait été contrée par un seul coup de poing. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelqu'un a été poignardé et du sang a éclaboussé partout. Le mage a été choqué de voir que quelqu'un l'avait pénétré par derrière. Son assassin lui reprochait de ne pas avoir économisé de mana pour lancer un bouclier ou même un sort de détection. Cette figure discrète affirmait que la furtivité était sa spécialité, étant donné qu'il était un assassin. Et tout comme ça, un autre joueur est tombé, réduisant le nombre de survivants à 5. À ce moment-là, notre héros a atterri au sol. L'assassin le reconnut immédiatement. Jin Seo-Woon était maintenant devenu une célébrité, étant donné qu'il était celui qui avait tué Nam Sa-Gwang. On lui expliqua alors que pour cette raison, tous les autres joueurs devaient être après lui. L'assassin expliqua ensuite qu'il n'avait jamais échoué à abattre une cible auparavant. Cela dit, chacun des survivants fit son mouvement. Le tireur d'élite et l'assassin se précipitaient maintenant l'un vers l'autre. Qui est-ce? Mais celui avec les lames affirma que son adversaire manquait de vitesse. Et tout d'un coup, l'assassin fut le premier à faire couler le sang. Le bras de notre protagoniste était maintenant couvert de blessures. Seo-Woon, qui avait réalisé que son adversaire était coriace, a pu survivre au coup de sabre car il s'était recouvert d'une couche d'énergie intérieure. L'assassin a ensuite expliqué que sa victoire était certaine, car il réussissait toujours à abattre ses cibles dans l'obscurité. Notre héros était assez agacé, car c'était la première fois qu'il affrontait un assassin. Mais en réalisant que les pouvoirs de l'adversaire étaient liés à l'obscurité, il eut soudain une idée. Cela dit, l'assassin décida de mettre fin au combat. Il commença à utiliser l'une de ses compétences. L'assassin avait soudainement disparu. Il réduisit rapidement la distance entre lui et sa cible avant de porter un double coup qui aurait dû couper notre héros en 2 morceaux. À ce moment-là, Jin Seo-Woon, qui a fait attaquer l'ennemi son image rémanente, a commandé sa technique de furtivité. Pourtant, la compétence de l'assassin ne pouvait pas rivaliser avec la cape de furtivité de notre protagoniste. Après avoir attrapé l'adversaire par les bras, Seo-Woon, qui est maintenant derrière sa cible, expliqua qu'il l'avait localisé en sentant son énergie intérieure. Il exhorta ensuite l'ennemi à continuer de parler avec arrogance avant de lui briser les 2 bras. L'assassin commença à implorer pour sa vie et promit en échange d'aider notre héros à combattre les autres concurrents. Mais avant que l'homme ne puisse même finir sa phrase, Seo-Woon brisa son squelette, portant le coup de grâce. Il ne restait plus que 4 survivants dans le jeu, car celui nommé Tamaran avait trouvé sa fin aux mains du protagoniste. L'artiste martial a ensuite réussi à absorber les énergies de l'assassin ainsi que du mage et s'est précipité pour piller leur coffre. Pourtant, en fouillant dans le coffre de Tamaran, Seo-Woon trouva un livre plutôt inattendu. Ce livre de compétences lui permettrait de convoquer un certain nombre de clones de lui-même proportionnels à son énergie intérieure. Si l'assassin savait manier l'énergie intérieure, il aurait été un véritable problème avec ce livre entre les mains. Quant à l'autre coffre, il contenait l'œil de Karman, capable de localiser même les cibles les plus furtives. Mais le héros ne pouvait pas la prendre, car son cercle était trop bas. Et ainsi, alors que le protagoniste commençait à réaliser que sa cape d'invisibilité n'était pas invincible après tout, quelque chose lui arriva dessus en volant. Seo-Woon inclina instinctivement la tête pour éviter le projectile qui aurait transpercé son crâne. Il était intrigué de voir une flèche devant lui. Il ne fallut pas longtemps à notre héros pour réaliser l'identité de celui qui l'avait tiré. Soudain, un objet géant vint voler vers le protagoniste. C'était la première fois que Seo-Woon voyait un tel sort, et il était certain que l'archer n'en était pas le lanceur. Voyant qu'il ne pouvait pas éviter le sort entrant, notre héros n'avait d'autre choix que de l'affronter de front. Ainsi, le rocher lourd fut frappé d'un coup de poing extrêmement droit. Après beaucoup d'efforts et après avoir concentré beaucoup de mana dans son poing, le jeune homme réussit enfin à briser le rocher géant. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu'il était actuellement attaqué par 2 joueurs. À ce moment-là, quelqu'un félicita le protagoniste pour sa force. Seo-Woon a ensuite échappé de justesse au gel éclair. Il a ensuite pris ses distances avec l'ennemi. Il s'avère que notre héros devait maintenant combattre 3 ennemis à la fois.
Les trois s'étaient rassemblés pour l'éliminer. Maintenant, devant Sen-Turc, roi de Curson, Carion, la main droite du roi démon, ainsi qu'Uroku Hana, l'archère divin, notre pauvre protagoniste, qui n'a même pas de titre cool, se trouvait dans une situation délicate. Les trois hommes affirmèrent aux jeunes qu'ils allaient mettre fin à sa course. Maintenant, face à une équipe unie contre lui, le meilleur choix aurait été de créer un conflit entre eux, ce qui était impossible, car il lui était étranger. À ce moment-là, le mage noir alla saluer le roi de Curson. Sen-Turc était dégoûté qu'un magicien noir s'adresse à lui, alors le mage s'excusa et lui rappela que le rang n'existe pas en ce lieu. Voyant comment le magicien proposait maintenant au roi de faire équipe, il réalisa que les trois adversaires étaient simplement arrivés en même temps. Cela dit, ils décidèrent de libérer notre héros de son pouvoir d'invisibilité. À ce moment-là, un mage noir lança un sort. Une lumière puissante apparut soudainement. Elle était si forte qu'elle avait presque lié le protagoniste. La main droite du roi démon avait fait en sorte qu'il n'y ait pas d'obscurité pour que le jeune homme puisse s'y cacher. C'était plutôt alarmant, car la cape d'invisibilité ne pouvait faire disparaître son porteur qu'en le fondant dans l'obscurité environnante. Le mage expliqua qu'il voulait exprimer sa gratitude à Nam Sagwang qui avait éliminé son ennemi, le grand mage. Et bien qu'il soit déçu de ne pas pouvoir le remercier en personne, le mage noir était déterminé à massacrer le garçon au nom de son seigneur. Cela dit, il activa sa lame du chaos, tempête de lame noire. Les mages étaient généralement faibles en combat rapproché, mais approcher celui-ci serait plutôt difficile, car sa grande faux était sur le chemin. Alors, notre héros décida de le charger malgré tout. Carion affirma que le jeune artiste martial était insensé, puis il l'attaqua avec son sort. Seo-Woon devait utiliser son énergie intérieure pour se protéger autant que possible des dégâts afin de s'approcher et de vaincre le mage. Notre héros continuait à subir coupure après coupure. Sa cape était maintenant endommagée et ne retrouverait son pouvoir qu'une fois réparé. Ce sort l'avait placé dans une situation difficile, car sa cape et son bouclier d'énergie étaient en train d'être détruits. Le mage noir était choqué de voir que le jeune homme, subissant maintenant son sort, n'avait pas encore été réduit en cubes de viande. Mais derrière les innombrables entailles, le point tranchant fut soudainement activé. Ce n'est qu'alors qu'il fit un pas en avant. Jin Seo-Woon, couvert de son propre sang, chargea son adversaire avec un poing droit. Mais le mage affirma que les efforts du jeune homme étaient inutiles alors qu'il utilisait les mains du mort du chaos, le toucher du mort. Soudain, les mains des cadavres commencèrent à s'élever du sol. Les mains étaient nombreuses et s'étendaient haut. C'était la première fois que notre héros se retrouvait face à un ennemi aussi habile. À ce moment-là, il utilisa ses pas d'illusion spirituelle, et tout comme ça, notre héros réussit à s'échapper. La main droite du roi démon fut choquée de voir que l'artiste martial qu'il affrontait avait le pouvoir de créer des illusions. À ce moment-là, Seo-Woon réduisit la distance et se prépara à porter le coup final. Ce n'est qu'alors que le tiers décida d'intervenir. La poussée de la rapière traversa le mage noir et transperça le jeune homme. Le trahi critiqua le roi pour être assez vulgaire pour poignarder quelqu'un dans le dos. Sen-Turc révéla que la fin justifiait les moyens et qu'il n'avait jamais considéré le mage noir comme un allié. Même ainsi, il le remercia d'avoir utilisé son dernier souffle pour éliminer le protagoniste agaçant. Cela dit, le roi et l'archer divin étaient maintenant face à face. Sen-Turc expliqua qu'il était plutôt étrange de se voir affronter Jiroku Hana, qui était une nuisance pour son armée, dans un combat en tête-à-tête. Alors l'archer révéla au royal qu'il n'était pas encore seul. Et avant que celui avec la moustache ne puisse réaliser ce qui se passait, notre protagoniste le frappa avec une force extrême au crâne. Le coup était si puissant qu'il fit même sauter un morceau de l'armure de l'homme en tordant son corps. Ainsi, l'épéiste fut projeté dans une montagne voisine. Seo-Woon tenta alors de reprendre son souffle. Maintenant, face à face avec notre héros, Jiroku Hana expliqua qu'il avait dû esquiver l'attaque du roi en utilisant une illusion. Cela dit, Seo-Woon l'exhorta à arrêter de parler et à en finir avec le combat final. Jiroku Hana trouva amusant que tout le monde soit pressé et précisa au jeune homme qu'il avait encore une bataille à terminer. Le roi, qui était encore en vie, trouvait plutôt agaçant d'être frappé par une attaque surprise. Le monarque félicita ensuite le jeune homme d'avoir échappé à sa lame et d'avoir eu assez de force pour briser sa belle armure. Pour une raison quelconque, notre gars arracha sa chemise avant de demander à ses adversaires s'ils voulaient l'attaquer en groupe ou se battre individuellement. Sen-Turc a décidé de ne plus se retenir, et tout d'un coup, le géant a commencé à bouger. Le terrien était choqué par la vitesse que celui-ci démontrait. En un clin d'œil, le fleuret a transpercé le bras de notre protagoniste. Sen-Turc était convaincu d'être l'homme le plus rapide du jeu et expliqua qu'il avait paralysé la main gauche de notre héros, l'empêchant d'utiliser sa technique. Seo-Woon commença à paniquer car son adversaire, qui ressemblait à une bête de muscles, s'avérait être un monstre de cardio qu'il ne pouvait même pas suivre avec son énergie intérieure. Pourtant, le jeune homme refusa de perdre alors qu'il était si proche du sommet. Ainsi, il brisa le fleuret de l'ennemi en utilisant l'énergie interne qu'il avait accumulée.
Le roi fut choqué de voir que son arme avait été brisée. Le protagoniste saisit alors rapidement le fragment de l'épée qui était resté dans son bras. Il utilisa ensuite son habileté de lancer pour le projeter à grande vitesse. Mais le roi réussit à éviter la mort à la dernière seconde. Malgré cela, celui avec la moustache était particulièrement agacé, voyant comment son visage avait été blessé. Seo-Woon recourut alors à un parchemin de guérison. Le roi se trouva incapable d'ignorer la détermination de son adversaire. Pour cette raison, il utilisa sa lame Dora de l'épée pour créer une nouvelle arme. Sen-Turk commença à télécharger les compétences de son jeune adversaire, voyant comment il l'avait poussé à utiliser sa lame Dora. Le bras de Jin Seo-Woon avait été complètement guéri. Cela dit, notre héros a eu recours à ses pas d'illusion spirituelle. Il a utilisé toute sa puissance pour créer des clones de lui-même. Le bretteur trouvait les astuces de l'artiste martial plutôt agaçantes. Jin Seo-Woon et le roi de Curson étaient tous deux animés par un désir ardent de victoire. Pendant ce temps, le troisième survivant, observant de loin, les pressait de terminer leur combat. L'archer divin commençait à s'ennuyer en attendant que l'un des deux gagne et vienne le défier. Le protagoniste décida de ne rien retenir contre le roi, le même roi qui lui avait demandé d'arrêter de parler et de commencer à agir. Sen-Turk devait trouver un moyen de vaincre le protagoniste en 2 minutes, car c'était la durée de sa lame. Le jeune homme réalisa que sa fin était proche, voyant que son énergie interne était presque épuisée. Et sur ce, le géant Sprinter, ainsi que son adversaire utilisant des clones d'ombre, se sont chargés l'un contre l'autre. Le roi a essayé de tuer l'un d'eux avec son épée, mais l'autre l'a frappé dans le dos. Le blond a immédiatement frappé celui qui l'avait frappé par derrière. Mais à sa grande surprise, il a eu l'impression qu'il n'y avait rien à l'autre bout de sa lame, voyant que c'était un clone. Sen-Turk était déterminé à éliminer toutes les illusions ainsi que leur créateur, quand tout à coup, il reçut un coup de poing au visage. L'un des artistes martiaux réussit à lui porter un coup sournois une fois de plus. Voyant que celui-ci avait de l'impact, il supposa qu'il s'agissait du véritable Seo-Woon. Notre héros demanda alors à son adversaire son avis sur le coup de poing. Il lui a également demandé d'arrêter de chercher le vrai lui. Selon l'artiste martial, ses clones possèdent la même puissance de feu que lui, les rendant presque identiques à l'original. À ce moment-là, 2 d'entre eux se sont abattus sur l'épéiste avec un coup de pied volant, qu'il a esquivé à la dernière seconde. Celui avec la moustache a eu recours à son aura perçante. Cela lui a permis de trancher les 2 clones d'une seule attaque. Tout comme ça, les copies ont été facilement vaincues. Selon Sen-Turk, les copies étaient toutes d'un seul coup. Il ne restait plus que 5 Seo-Woon. Le roi était maintenant dans une situation difficile car sa lame Dora se dissoudrait après 60 secondes. Pendant ce temps, l'archer regardait le combat avec grand intérêt. C'était une surprise pour lui de voir le roi avoir autant de mal. À ce moment-là, le roi lui demanda de l'aide et promit une énorme récompense en retour une fois qu'il serait revenu dans le royaume. Mais l'archer n'eut même pas le temps d'avertir le roi que notre héros apparut soudainement juste devant lui. Il essaya de l'éliminer avec une estocade, mais l'artiste martial esquiva. Seo-Woon attaqua alors avec son poing tranchant. L'attaque était assez puissante, et pourtant, l'épéiste utilisa la garde de son épée pour se protéger à la dernière minute. Cela était plutôt agaçant pour notre héros. Sen-Turk se précipita alors pour poignarder celui qui était devant lui, pensant que c'était le corps principal. Et juste comme ça, le sang du clone transpercé éclaboussa partout. Et ainsi, maintenant avec un trou dans la poitrine, le clone fut vaincu. Le roi fut choqué d'avoir encore une fois visé un faux. Cela lui donna l'impression qu'on se moquait de lui. Sen-Turk ne pouvait pas supporter cette humiliation. À ce moment-là, l'épéiste enragé a crié qu'il ne se souciait plus de ce jeu et que son seul souhait était de massacrer Jin Seo-Woon. Cette colère a poussé l'elfe à comparer le roi à l'empereur de la folie. L'épéiste a ensuite défié l'artiste martial d'essayer d'esquiver son attaque. Il a ensuite exécuté une puissante estocade qui a éliminé 2 copies à la fois. Avec cela, le nombre de ses adversaires diminua encore une fois. Voyant qu'il ne restait que 2 artistes martiaux, il avait 50% de chance de toucher le vrai au premier coup. Et juste comme ça, les 2 se ruèrent sur le roi. Le rapide épéiste réussit à esquiver le premier coup puissant qui venait vers lui, mais échoua à éviter le second qui traversa son ventre. Ce n'est qu'alors que Sen-Turk réalisa que l'attaque avait eu un impact, et ainsi il poignarda celui qui venait de le frapper à la tête. Puis encore, voyant à quel point la lame traversait facilement celui-ci, il était sûr de supposer qu'il s'agissait également d'une copie. Voyant qu'il ne restait qu'un seul artiste martial, le roi affirma qu'il devait être le vrai Seo-Woon. Maintenant, le combat était 1 contre 1. Sen-Turk déclara qu'il mettrait fin au combat avec sa prochaine attaque. Pourtant, notre protagoniste ne prit même pas la peine de répondre. Et juste comme ça, les 2 combattants se ruèrent l'un sur l'autre. Seo-Woon bloqua rapidement le bras de l'ennemi avec son coup de pied. Sen-Turk félicita son jeune adversaire, car il était assez habile au combat à main tue. À ce moment-là, il décida de porter le coup de grâce en recourant à la tempête d'éclairs de lame Dora. Avec cela, une puissante explosion de lumière émergea de la rapière brisée. L'énergie était si forte et puissante qu'elle emporta immédiatement la jambe de notre héros. Seo-Woon hurla de douleur, tandis que son adversaire souriait de satisfaction. Et tout d'un coup, notre héros tomba au sol en hurlant de douleur. Seo-Woon tenta de marchander pour sa vie, affirmant qu'il aiderait le roi à s'occuper de l'archer, pour ensuite être poignardé dans le ventre. Le combat était enfin terminé et le pouvoir de l'Aura Blade s'était finalement dissipé. Le roi réussit à terminer le combat dans la durée de 2 minutes de sa compétence. Sen-Turk admit qu'il aurait été complètement vaincu si le combat s'était prolongé davantage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que quelque chose n'allait pas. Le roi n'en revenait pas.
Il fut horrifié de constater qu'en poignardant, il ne ressentit aucun impact en touchant son adversaire. Soudain, celui avec la moustache fut saisi par la tête. À cet instant précis, Seo-Won écrasa le crâne du roi sans la moindre hésitation. Il admit qu'il aurait perdu sans ses clones qui avaient épuisé son adversaire. L'archer divin avoua être surpris par la victoire du terrien. Jiro Kana exprima sa gratitude envers notre protagoniste pour avoir tué le roi agaçant. Il souligna ensuite comment le puissant Senturk, qui avait mis toute son âme dans ce combat pour la victoire, avait été déjoué par notre jeune artiste martial qui avait également utilisé toute sa force, ce même jeune artiste martial qu'il se préparait maintenant à éliminer. Et juste comme ça, l'archer divin attaqua pour revendiquer sa victoire. Face à cela, le jeune homme fut horrifié. Seo-Won a consommé une grande quantité d'énergie interne après son dernier meurtre, bien que ce ne soit pas aussi important que celui qu'il avait obtenu de Nam Sagwan. Maintenant, le protagoniste avait été rechargé. Il avait acquis l'énergie nécessaire pour affronter l'archer. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose d'alarmant. Seo-Won esquiva rapidement la flèche qui venait vers lui. Cela dit, il utilisa immédiatement sa technique de clone. Une armée d'artistes martiaux chargea alors rapidement le divin Archer. L'elfe trouva cette technique assez agaçante et pourtant il ne put s'empêcher de sourire. L'archer tira immédiatement une de ses flèches qui atteignit l'un des Seo-Won à la jambe. C'était vraiment choquant. Juste comme ça, le corps principal commença à tomber alors que tous les clones commencèrent à disparaître. L'archer le rejoignit alors au sol. Jiro Kana expliqua alors qu'il devait immobiliser notre héros. Ainsi, il lui tira dans la main droite, puis dans la gauche. Notre héros, agacé, demanda comment celui aux oreilles pointues avait pu le distinguer de ses clones. L'archer divin sourit simplement et expliqua qu'il s'était simplement fié à ses instincts. Et tandis que l'humain était confus, l'artiste martial fit remarquer combien il avait dû lutter pour en arriver là. Jiro Kana exprima son respect envers le protagoniste, qui s'en moquait éperdument, car il le pressait simplement de mettre fin au combat. Et sur ces mots, la bataille prit enfin fin. Jin Seo-Won avait été tué, une flèche dans la tête. Alors que le tireur commençait à se demander si le combat était vraiment terminé, le dernier coffre fit enfin son apparition. La bataille de ce jeu appelé Clawed était vraiment terminée. Notre jeune homme vaincu se reprochait d'avoir été trop imprudent. Malgré avoir consommé une énorme quantité de mana, celui qui a terminé en deuxième place était d'une certaine manière mécontent. À sa grande surprise, le système l'informa qu'il avait gagné le droit de participer au deuxième jeu. Alors que les objets qu'il avait acquis tout au long du match apparaissaient, le jeune homme fut récompensé de 140 pièces de récompense. Les nombreux objets que notre héros avait ramassés avaient chacun un prix différent. Le système l'informa qu'il était libre d'acheter n'importe quel objet qu'il aimait avec l'argent qu'il avait reçu. Pourtant, à la grande surprise de notre protagoniste, sa technique de clonage coûtait la somme exorbitante de 130 pièces, ce qu'il jugea scandaleux. Le système l'informa ensuite qu'en tant que l'un des 5 finalistes, il pouvait faire tourner une roue pour obtenir des objets gratuitement. Voyant qu'il était à la deuxième place du match, Jin Seo-Won pouvait effectuer 2 tours, le faisant prier pour obtenir le coûteux manteau d'invisibilité ou le clonage. En apprenant cela, l'artiste martial s'est montré plutôt heureux, car cela pourrait potentiellement lui offrir un grand avantage. Cela dit, il commença avec son premier tour. Ses yeux étaient fixés sur la roulette. À ce moment-là, il décida d'arrêter le tour. Seo-Won se retrouva sur la pointe des pieds, attendant de voir ce qu'il avait obtenu. Le prix de notre protagoniste s'avéra être le collier d'escroc. Cela le laissa assez frustré, car la roulette gratuite ne lui avait donné que l'objet le moins cher qu'il pouvait acheter. Pourtant, il décida de rester optimiste, voyant qu'il avait une seconde chance. Avec cela, il commença à prier toutes les divinités auxquelles il pouvait penser, pour avoir de la chance avant de demander à la roue de s'arrêter. À la fin, alors que ses yeux étaient fixés sur l'écran, le cœur du protagoniste se mit à battre fortement, attendant avec impatience le résultat. Et finalement, il obtint ses pas d'illusion spirituelle. Cela a grandement réjoui notre héros. Finalement, il a pu obtenir l'objet le plus cher de la boutique gratuitement. Cela dit, le système a décidé de donner aux joueurs les objets qu'il avait gagnés. Il était maintenant temps de commencer à acheter les objets qu'il avait dans le jeu. Obtenir l'objet le plus cher gratuitement a permis aux joueurs d'économiser beaucoup d'argent. Et après avoir perdu assez de temps dans cet espace, il a acheté ce dont il avait besoin et a terminé ses achats. Avec cela, tout était terminé alors que le système souhaitait bonne chance aux joueurs pour le deuxième jeu. La téléportation commença alors. Notre héros se retrouva dans un nouvel endroit. En fait, il était revenu exactement à l'endroit d'où il avait disparu. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose dans la paume de sa main. C'était l'anneau de subespace qu'il avait acquis dans le jeu. Il n'y avait aucun doute, l'étrange expérience qu'il avait vécue était certainement réelle. Cela dit, le protagoniste a pris son sac à dos et est parti. Et avec la fin du premier jeu, tout semblait être revenu à la normale. Pourtant, en réalité, c'était le début d'un nouveau chapitre immense dans la vie du jeune homme. Jin Seo-Won n'avait désormais plus de raison de s'inquiéter pour Toek. Il n'avait pas mal entendu. Il y avait vraiment un deuxième match dans un avenir proche. Jin Seo-Won a décidé de rentrer chez lui pour s'y préparer, car malgré sa deuxième place dans son premier jeu, ce qui était plutôt acceptable, notre héros voulait viser la première place. Il est retourné dans son petit appartement que ses parents lui avaient trouvé près de son université, car son plan initial stipulait qu'il allait se préparer pour l'université.
Pourtant, maintenant, toute son attention s'était déplacée, car il se préparait pour le deuxième jeu. Seo-Won ne voulait pas jouer son deuxième match comme un survivant faible comme la dernière fois, mais comme un chasseur dominant. Notre héros se sentait vide, car son énergie interne avait été épuisée par la bataille. Étant donné que le meurtre était toujours illégal en Corée, il n'avait pas d'autre choix que de recourir à Chukki pour restaurer une partie de son énergie interne. À l'époque, le maître expliqua à l'élève qu'il était maintenant capable d'utiliser Chukki, qu'il maîtriserait avec la pratique, pour restaurer son énergie, même si l'absorption était plus efficace. En entendant cela, le jeune homme demanda au vieil homme s'il pouvait vraiment atteindre son niveau en s'entraînant. Le maître ne put s'empêcher de rire du courage de son élève, car il pourrait en fait se faire tuer en suivant ses traces. Mais au final, il n'y avait aucun moyen de savoir si Jin Seo-won était un normie faible ou un potentiel puissant en attente d'être éveillé. Après 4 heures de méditation continue, notre protagoniste n'a pu rassembler qu'une très petite quantité d'énergie. Finalement, il ne pouvait plus le supporter. La vie réelle était bien trop différente du jeu car elle manquait cruellement d'énergie intérieure. Seo-won décida d'arrêter de perdre son temps et d'organiser le butin qu'il avait apporté avec lui. Il regrettait de ne pas avoir pu acquérir un art martial meilleur que celui-ci. 3 livres de poings libres de fer à 0 pièce. Notre héros commença à craindre que dans le monde réel, il devrait apprendre correctement l'art martial, rendant son chemin vers le pouvoir cruellement plus long. Ce n'est qu'alors qu'il eut une agréable surprise. Il s'avère que le système du jeu était opérationnel sur Terre, et ainsi, il l'utilisa rapidement pour absorber l'art martial. Seo-won le mit à l'épreuve avec un coup de poing suivi d'un coup de pied rapide. Ses coups n'étaient pas aussi puissants que dans le jeu, voyant que ses réserves d'énergie intérieure étaient pratiquement vides. Le protagoniste décida alors de vérifier le reste des objets. L'un d'eux était le collier qu'il avait gagné en faisant tourner la roue. Après un petit test, il réalisa que sa description ne mentait pas et que le collier était en or pur. Seo-won fut alors très choqué en réalisant que cet objet à une pièce pouvait valoir 10 millions de won, car, en fait, obtenir 10 de ces colliers pourrait lui assurer une véritable fortune. Tous les objets du jeu, même les moins chers, pouvaient être vendus à un prix élevé sur Terre. L'un d'eux était cet élixir qui assure à son utilisateur une année de vie sans aucune maladie. Seo-won commença à spéculer que cet objet pourrait être vendu à un prix plus élevé à des millionnaires malades qui avaient perdu tout espoir. Il était maintenant certain que ce jeu était sa chance de changer sa vie. Ce n'est qu'alors que le protagoniste affamé réalisa qu'il avait passé tout le jeu à manger des viandes séchées, sa faim étant réprimée tout en consommant de l'énergie intérieure. Il décida donc d'aller se chercher quelque chose à manger. Peu après, au restaurant de grand-mère, notre héros a commandé le menu unique. C'était le luxe mensuel de 5000 won qui lui avait le plus manqué pendant le jeu. Des larmes ont commencé à couler des yeux de Seo-won alors qu'il savourait enfin le goût du riz blanc à nouveau. La vieille propriétaire a commencé à s'interroger sur son comportement et l'a exhorté à arrêter de pleurer, voyant qu'il était un homme. Seo-won a affirmé qu'il était simplement submergé par le goût pro, tandis que la vieille dame l'encourageait à finir son assiette et à lui en demander une seconde si nécessaire. Tout comme il l'avait prédit, le temps dans le jeu était différent du temps passé dans le monde réel. Après avoir terminé son repas, la vieille dame demanda au jeune protagoniste de payer et de revenir. Seo-won voulait accumuler de l'énergie avant le prochain match, bien qu'il ne sache pas quand il commencerait. Ce n'est qu'alors qu'il se souvint de l'objet très spécifique avec lequel il était revenu. Après avoir mis la bague de force à 2-0 pièces, le protagoniste commença à se demander si ce serait comme dans le jeu. Et tout de suite, il ressentit le changement. Seo-won se mit en position et sauta à une hauteur terrifiante. C'était comme si son corps s'était transformé en pure puissance. Malgré la hauteur, Seo-won réussit à atterrir facilement. Il commença à prier pour que personne ne l'ait vu ou filmé afin d'éviter des ennuis. Pourtant, voyant que les statistiques offertes par l'anneau ici étaient les mêmes que dans le jeu, le jeune homme commença à réfléchir. Une fois chez lui, il commença à penser à l'objet qu'il voulait garder pour après avoir acquis de l'énergie intérieure. Mais après mûre réflexion, il décida de l'utiliser immédiatement. C'était l'objet le plus cher qu'il avait obtenu, l'élixir de vision intérieure à 50 pièces. Dans le jeu, cet élixir immobilisait le corps du garçon pendant 3 heures et faisait bouillir chaque cellule. Même alors, il le but sans hésitation. Les effets se manifestèrent immédiatement. La puissance commença rapidement à submerger le corps du protagoniste. Et juste comme ça, la bouteille vide tomba au sol. Après 3 heures, quelqu'un a signalé que le mur était chaud. Voyant que le plaignant affirmait que même la poignée de porte était brûlante, on lui a conseillé d'appeler le 911 au lieu de la police. Alors que la vieille dame expliquait aux agents que cela ne ressemblait pas à un incendie, ils ont affirmé qu'il devait s'agir d'un problème de chaudière. Le voisin n'y croyait pas et était certain qu'il y avait quelque chose de louche derrière cette chaleur. L'agent a saisi la poignée de porte pour entrer, mais à sa grande surprise, sa main a été soudainement brûlée. Avec cela, la police a demandé aux civils dont ils avaient reçu une plainte d'ouvrir la porte. Les agents ont déclaré qu'ils étaient là pour fournir de l'assistance. Ce n'est qu'alors que la porte a été ouverte. Après la vue choquante, l'agent a révélé au jeune homme qu'ils étaient là pour une plainte concernant un incendie.
Seo-won a affirmé qu'il avait de la fièvre. Il a expliqué qu'il avait monté le chauffage à une température élevée et a demandé pourquoi ce n'était pas les pompiers à sa porte s'il soupçonnait un incendie. L'officier a déclaré qu'il faisait simplement leur travail et a proposé d'appeler une ambulance pour le protagoniste qui a affirmé qu'il irait mieux tout seul. Cela dit, les officiers sont sortis en demandant aux voisins de ne pas les déranger pour des affaires triviales. Maintenant seul, notre protagoniste ferma rapidement la porte derrière lui. Jin Seo-won, qui avait traversé des agonies incroyables à cause de l'élixir, aurait presque perdu la vie sans la technique de la couverture suprême. Cela lui fit réaliser que tous les objets acquis dans le jeu n'étaient pas totalement sûrs dans le monde réel. Pourtant, il pouvait sentir que quelque chose avait changé, alors il décida de mettre sa force à l'épreuve. D'un seul coup de paume, le jeune homme épuisé fut capable de briser sa chaise éloignée. Après ce résultat inattendu, Seo-won décida d'utiliser l'argent qu'il obtiendrait des objets pour s'acheter une nouvelle chaise. Le lendemain, dans une salle de sport en plein air, notre héros, venu s'entraîner pour améliorer ses arts martiaux, trouva l'endroit beaucoup trop bondé à son goût à cette heure de la journée. Il commença donc à se demander s'il ne devrait s'entraîner que la nuit. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose d'intriguant. Seo-won a repéré quelques jeunes voyous du lycée au pied de la montagne, dont une fille qui demandait à un garçon si le chef voulait vraiment la voir. Et pourtant, alors qu'ils discutaient, quelqu'un leur a dit que fumer était interdit à cet endroit. Alors que le vieil homme interpellait, les étudiants fumaient. L'un d'eux lui a demandé de le laisser tranquille, car même ses parents ne se souciaient pas de ses méfaits. À ce moment-là, le vieil homme a déclaré que le rappel devait être une erreur, laissant le jeune voyou incroyablement enragé. Seo-won se sentit soudain mal à l'aise. À ce moment-là, le jeune homme menaça de frapper le vieil homme. Voyant à quel point sa bouche était grossière, quand soudain il reçut un coup de pied au visage. D'un seul coup, le lycéen fut projeté avant de s'écraser contre une poubelle à proximité. L'homme adulte qui venait de frapper un mineur lui expliqua qu'il n'avait pas le droit d'être impoli envers les personnes âgées. Tout le monde était choqué par ce qui venait de se passer. Soudain, quelqu'un s'approcha de notre héros. Cette personne fit remarquer que c'était leur première rencontre. Le lycéen, qui mesure facilement plus d'1,80 m, demanda au petit s'il avait un souhait de mort. Avec cela, Jin Seo-won comprit rapidement qu'il s'était mis dans de beaux draps. Le grand exigea une explication. Il voulait savoir si notre protagoniste avait vraiment frappé son jeune frère. Seo-won a expliqué que le jeune était en faute, car il avait attaqué un aîné avant de souligner comment les lycéens fument, surtout en public. Mais juste au moment où notre héros affirmait que le grand devait bien éduquer son jeune frère, il s'est retrouvé à esquiver instinctivement quelque chose. Le lycéen a essayé de le frapper. Seo-won a décidé de répondre avec l'un de ses mouvements puissants. Et tout d'un coup, le mineur fut frappé avec une grande force. Seo-won commença à paniquer car il l'avait peut-être frappé un peu trop fort. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa quelque chose d'intrigant, lorsqu'un couteau à cran d'arrêt fut soudainement sorti de nulle part. Le grand voyou, arme en main, était déterminé à donner une leçon à notre héros. Cela lui fit réaliser que les deux frères étaient tout aussi stupides et semblables. Seo-won a ensuite combattu le couteau C2000 avec une grande aisance. Ce combat a rendu extrêmement clair pour le joueur qu'il était maintenant à un niveau différent du reste des normies. Avec cela, il a exécuté un balayage pour faire tomber le jeune homme. Seo-won a décidé de se contrôler et de ne frapper qu'avec la moitié de sa force. Même ainsi, 50% de la technique des 10 000 paumes semblait encore trop, car les os des lycéens étaient maintenant sûrement brisés. Après tout, il s'était écrasé à grande vitesse contre un arbre. Seo-won fut une fois surpris alors que tout le monde commençait à enregistrer l'événement. Il réalisa qu'il avait fait une erreur en mettant trop de force, et il commença donc à prétendre que son adversaire était un acteur et une sorte de cascadeur convaincant. Cela dit, l'homme adulte conseilla aux mineurs d'arrêter de fumer et de ne jamais porter de couteau à cran d'arrêt, car cela pourrait leur causer des problèmes. Ainsi, après avoir presque tué 2 lycéens, notre puissant protagoniste prit la fuite. Il commença à regretter d'avoir utilisé son pouvoir sur un humain ordinaire. Seo-won ruinerait sa propre vie s'il tuait accidentellement quelqu'un. Même si ses compétences actuelles ont été rapidement apprises grâce au système de jeu, seul le temps permettrait à notre héros de les maîtriser. Et sur ce, le protagoniste s'est enfui. Quelque temps plus tard, 30 jours après sa rencontre avec les lycéens, Seo-won continuait à pratiquer la méditation régulièrement. Ce n'est qu'alors qu'il fut interrompu par un certain bruit. Le téléphone de notre héros sonnait. Sa mère appelait pour prendre de ses nouvelles. La dame a révélé qu'elle s'inquiétait pour son fils, qui ne l'avait pas contacté depuis un moment. Elle lui a ensuite demandé comment il se débrouillait dans sa nouvelle université. Seo-won a menti en prétendant que tout allait bien, car il n'avait pas le courage de dire à sa mère qu'il avait abandonné les livres pour les arts martiaux. Le jeune homme a ensuite demandé des nouvelles de son père, et à sa grande surprise, il s'est avéré que l'homme avait eu un accident de voiture. Seo-won était horrifié, car selon sa mère, son père, qui faisait une livraison, a été brutalement percuté par une voiture qui n'a pas respecté un feu rouge. La femme a commencé à pleurer, car il ne pouvait pas compter sur l'assurance, malgré le fait que l'opération soit extrêmement coûteuse. Elle se sentait honteuse de demander à son fils, à qui elle n'avait pas pu envoyer beaucoup, le reste de l'argent qu'elle lui avait précédemment envoyé.
Seo-Woon a immédiatement demandé le coût de l'opération en atteignant son sous-espace. Il s'avère que cela coûtait 2 millions de wons. Et donc, alors que le protagoniste affirmait qu'il pourrait avoir trouvé une solution au problème, sa mère s'excusa de le déranger. Seo-Woon a rapidement terminé l'appel et a continué son chemin. Les parents de notre héros ont passé la majeure partie de leur vie à passer d'un endroit loué à un autre. En vieillissant, son père, qui travaillait sans relâche, commença à recevoir des salaires de plus en plus petits. Il a passé toute sa vie à passer d'un emploi à l'autre. Seo-Woon ne put s'empêcher de pleurer en réalisant qu'il n'était qu'un fardeau désespéré pour ses parents déjà en difficulté. Pourtant, le moment de leur rendre l'appareil était enfin arrivé. Avec cela, notre héros entra dans le magasin et présenta le collier en dépôt-vente. Lorsque le commerçant reconnut l'objet comme étranger, il affirma rapidement qu'il était dans sa famille depuis longtemps. Elle fit remarquer que l'objet semblait vraiment ancien, alors que Seo-Woon demandait sa valeur estimée. Comme la dame expliquait que cela ne pouvait pas être considéré comme un simple morceau d'or, Seo-Woon expliqua qu'il n'avait pas d'autre choix que de le vendre rapidement pour l'opération de son père. Le martialiste n'avait maintenant pas d'autre choix que de vendre l'objet. Plus tard, après avoir terminé la vente, le jeune homme sortit enfin du magasin. Comme la valeur de l'or a récemment augmenté, Seo-Woon pourrait se permettre l'opération de son père ainsi qu'un mode de vie décent. Le sourire du commerçant lui fit réaliser qu'il avait vendu le collier à bas prix, mais il n'avait pas eu d'autre choix que de gagner de l'argent rapidement. Et ainsi, il décida de réfléchir à un moyen de vendre ses objets en toute sécurité pour l'avenir. Sa priorité actuelle était d'envoyer l'argent à sa mère. En le recevant, la mère, appelée par son fils, fut stupéfaite par la somme énorme qu'il avait envoyée. Elle craignait que le protagoniste ait contracté un prêt. Le héros expliqua que cela aurait été impossible, car il était sans emploi et affirma que l'argent provenait de ses économies de ses emplois à temps partiel. Avec cela, il a terminé l'appel en disant à sa mère qu'il ne pouvait pas leur rendre visite à l'hôpital. Plus tard, dans la chambre, Seo-Woon se retrouva seul à réfléchir. Ce n'est qu'alors qu'il fut inspiré par une conversation qu'il avait entendue. Deux lycéens critiquaient une vidéo et affirmaient qu'elle était pleine de CGI et d'effets spéciaux, bien qu'elle semblait avoir été prise en secret. Dedans, un individu chantait des mots magiques. En les entendant, notre héros fut très choqué. Une personne normale n'y penserait pas beaucoup, mais en tant que joueur, il savait très bien que c'était des sorts du jeu. C'était un vrai choc pour lui, car il s'avère qu'il n'était pas le seul Coréen à être entré dans une partie. Selon les lycéens, cette vidéo était en boucle infinie de suppression et de téléchargement, ce qui était plutôt étrange. Jin Seo-Woon n'avait jamais pensé à l'impact que l'apparition d'autres joueurs sur Terre aurait sur sa vie. Pendant ce temps, quelqu'un passait un appel téléphonique important et l'homme promettait de corriger son erreur sur Internet à tout prix. Le patron s'excusa et promit de résoudre le problème. Cela dit, l'appel fut finalement terminé. Il a ensuite demandé à l'un de ses assistants un rapport sur le joueur coréen dans les vidéos. Mais dès qu'il a entendu qu'il était impossible de contrôler le nombre de joueurs, le patron s'est rapidement mis en colère. Il a lancé l'objet lourd à la tête de son subordonné, furieux du fait que des personnes au hasard acquérirent des capacités contrairement à leur organisation. Avec cela, le patron a ordonné à ses subordonnés d'aller attraper tous les joueurs avides de vues sur Internet. Il a ensuite exigé que ses subordonnés arrêtent le saignement de l'homme pour qu'il ne salisse pas son tapis. Ainsi, tandis que l'un d'eux utilisait ses pouvoirs pour guérir son ami, le patron les critiquait pour leur faiblesse et commençait à se plaindre de l'ennuyeux. Cela dit, le patron ordonna à tous ses hommes de se mettre en mouvement immédiatement. La chaleur de l'été s'était enfin terminée et le froid de la nuit était enfin apparu. 2 mois s'étaient déjà écoulés depuis son retour sur Terre et notre héros n'avait jamais manqué une seule de ses séances d'entraînement nocturne. Il avait acquis une quantité décente d'énergie interne et appris à la maîtriser dans une certaine mesure. Seo-Woon décida soudain de sauter en pensant au plus grand problème. Avec cela, il utilisa son jutsu, emblématique et super original. Le protagoniste avait maintenant utilisé sa version témue de la technique du clone de l'ombre. Le coup spatial du point inébranlable fut alors lancé. En raison de ses réserves limitées, Seo-Woon ne pouvait générer qu'une seule copie de lui-même. Pour aggraver les choses, le clone disparaîtrait après une courte durée. Avec cela, les deux artistes martiaux commencèrent à se déplacer ensemble à travers la forêt. Et ainsi, alors que chacun d'eux prenait position, leurs poings se sont finalement affrontés. Cela dit, le clone a immédiatement disparu. Le protagoniste a commencé à penser qu'il avait atteint sa limite, car lors du combat avec le géant épéiste, il avait réussi à invoquer 8 clones avec une grande facilité. Cela lui fit penser qu'un problème devait s'être produit en lui, voyant combien d'énergie interne il avait utilisé à ce moment-là. Seo-Woon avait maintenant faim et décida d'aller chercher le repas qu'il avait placé dans son sous-espace, quand soudain une lumière vive apparut. Tout comme ça, le joueur se retrouva à nouveau dans un endroit différent. Comme la dernière fois, il était entouré de nombreuses langues étrangères, exprimant toute la panique. Seo-Woon a appelé son premier match en voyant à quel point tous ceux dans le hall étaient terrifiés. Il a alors théorisé que les jeux devaient être programmés 2 mois d'intervalle. À ce moment-là, le système a commencé à parler. Mais à la grande surprise du protagoniste, il allait maintenant introduire le tutoriel. Celui-ci est plutôt intriguant, car il n'était pas apparu dans son match précédent. Seo-Woon ne pouvait s'empêcher de sourire en réalisant que ce hall avait plus de débutants que le précédent. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelqu'un debout sur la statue. À en juger par sa tenue, il devait être un lycéen.
Seo Woon fut assez choqué, car c'était la première fois qu'il voyait un autre Coréen dans le jeu. Le jeune le remarqua rapidement. Seo Woon était fatigué de ces lycéens de la génération Alpha qui essayant de cultiver l'aura à chaque occasion. Il remarqua rapidement que ce joueur n'était pas un débutant et ne pouvait pas l'imaginer avoir plus de potentiel que Nam Sagwang. Comme les 200 joueurs étaient maintenant dans le hall, le jeu pouvait enfin commencer. Pour que les joueurs se qualifient, ils devaient se classer dans les 200 premiers et pour obtenir des récompenses, atteindre le top 20. En entendant cela, le héros réalisa que c'était un match sûr et qu'il ne risquait pas d'être éliminé du jeu. Cela le réjouit grandement, car il allait maintenant essayer de jouer comme le prédateur ultime du jeu. Mais à sa grande surprise, après le tutoriel qu'il avait déjà suivi, une règle inattendue fut ajoutée. À sa grande surprise, il y avait une option pour jouer en duo dans ce match. Le système expliquait que les joueurs sont libres de choisir un partenaire dans le lobby et qu'ils gagneraient la partie si au moins l'un d'eux survit jusqu'à la fin. Alors que le jeu expliquait que ceux qui ne pourraient pas trouver un duo joueraient en solo, Seo Woon comprit enfin pourquoi ce lobby comptait 200 joueurs au lieu de 100. Le protagoniste était plutôt intrigué, car tout le monde ici devrait être étranger les uns aux autres. Pourtant, les gens trouvaient facilement leur partenaire, car au final, choisir un partenaire faible signifierait porter ce poids. Cela fit penser notre héros à demander au lycéen de devenir son coéquipier, car il devait être un joueur expérimenté qui pourrait se révéler utile. Mais à sa grande surprise, il n'était pas sur la statue. En fait, le lycéen qu'il pensait chercher un partenaire avait complètement disparu. Seo Woon commença à paniquer et décida de choisir rapidement un coéquipier. Le premier qu'il demanda pour être son partenaire s'avéra déjà en duo. Le deuxième ne fut pas différent. En fait, tous ceux qu'il demanda avaient déjà trouvé un partenaire pour eux-mêmes. Seo Woon était certain qu'il y avait encore des joueurs seuls, mais il serait impossible de les localiser dans cette foule immense. Depuis le début du jeu, notre héros n'avait pas le choix. Il devait se lancer seul dans le hall et éliminer tout le monde. Et ainsi, le premier jour du jeu commença. Seo Woon repéra rapidement un petit village avec des maisons qui semblaient avoir de bons butins, et donc, sans perdre plus de temps, il décida d'y atterrir. En descendant comme une étoile filante, il commença à penser qu'il serait préférable d'être le premier à atterrir afin de tuer rapidement ceux qui arriveraient ensuite. Cela dit, ses pieds touchèrent enfin le sol. Seo Woon, qui était maintenant en pleine course, se retourna rapidement. En apercevant 6 joueurs en train de descendre, il réalisa qu'il devrait affronter 3 équipes à la fois. Malgré cela, il se précipita vers leur position. Notre héros avait révisé son premier match d'innombrables fois et s'était continuellement entraîné pour le deuxième dans sa chambre. Jin Seo Woon allait enfin pouvoir exécuter le plan qu'il avait élaboré pour ce jour tant attendu. Pendant ce temps, quelque part à proximité sur la carte, le jeune mage se sentit étourdi par l'atterrissage rapide. Mais alors qu'il commençait à se demander où son coéquipier avait atterri, quelqu'un brisa soudainement sa barrière. Le mage commença à paniquer et demanda une explication. Voyant cela, Seo Woon supposa que le mage était aussi bon que mort. Cela dit, il ordonna à son poing intact. Le coup de poing était si puissant qu'il pénétra le corps du pauvre mage. Le jeune cracha ses entrailles. Ce n'est qu'alors que le système informa Seo Woon d'une nouvelle fonctionnalité agaçante qui exigeait qu'il achève l'ennemi dès que possible avant que son coéquipier n'arrive pour le soigner. Et pourtant, juste au moment où il était sur le point d'écraser la tête du magicien, le protagoniste ressentit une certaine perturbation. Un chevalier géant en armure le chargea avec sa lance par derrière. Seo Woon réussit à esquiver l'arme pointue. Pourtant, il fut quand même percuté par le bouclier. Notre héros était très agacé car le coéquipier du mage était apparu. Il reprit rapidement ses esprits et exprima son étonnement face à la puissance du chevalier. Ce guerrier, qui semblait être un combattant de corps à corps extrêmement expérimenté, ne savait pas que le Coréen avait tué son partenaire. La chose la plus importante dans l'art martial du protagoniste était de savoir comment l'utiliser contre des adversaires armés. Pourtant, comme il n'y avait pas de véritable utilisateur d'armes sur Terre, il ne pouvait qu'imaginer cette technique. Seo Woon s'est plutôt excité car il a enfin eu la chance de l'utiliser dans le jeu. Avec cela, il s'est trouvé diverti et n'a pas pu s'empêcher de sourire. À ce moment-là, le chevalier a chargé vers lui. Notre héros a rapidement réagi pour lancer sa contre-attaque. Mais juste au moment où le poing et la lance allaient s'entrechoquer, l'artiste martial a soudainement ouvert la main. Il a rapidement évité la lance et l'a laissé passer à côté de lui. Maintenant, hors de danger, il a rapidement agi. Et avant que le chevalier ne puisse même s'en rendre compte, il a été frappé au ventre. Le guerrier était furieux de voir son attaque déviée, mais le protagoniste n'en avait pas encore fini, car il a pu trouver une faille dans la défense de son ennemi. Et juste comme ça, il a concentré toute sa force dans sa paume, avant de lancer son coup de hanche qui a laissé un énorme trou dans le chevalier. Celui en armure a subi de gros dégâts, mais sa souffrance n'était pas encore terminée. Seo Woon, qui l'attrapa par la tête, lui donna un coup de genou avec une telle force que même son casque se brisa. On pouvait dire sans risque que le crâne de l'homme était maintenant brisé, et ainsi, le chevalier ne pouvait plus le supporter. Seo Woon a facilement vaincu le deuxième adversaire. Il a ensuite posé son pied sur la tête du vaincu et l'a écrasé en morceaux pour s'assurer un double kill. Seo Woon était satisfait de la quantité d'énergie vitale que le chevalier possédait, car absorber l'énergie était bien plus efficace que de la collecter.
et il ne restait plus que 2 équipes ennemies dans la zone. Mais juste au moment où le protagoniste finissait de collecter l'énergie, quelque chose lui arriva dessus. L'artiste martial alerté se retrouva à esquiver une flèche au dernier moment. Notre héros, choqué par la présence d'un tireur, décida d'essayer de localiser sa position. Mais alors qu'il commençait la recherche, une autre flèche fut tirée dans sa direction. Le jeune homme fut surpris. Il avait évité le pire, mais n'en était pas sorti indemne. En fait, le projectile avait effleuré son visage. Seo-Woon se demanda alors si le tireur avait fini, pour ensuite se retrouver à esquiver une tempête de flèches. Voyant cela, il se précipita rapidement vers la forêt. Maintenant, tout en courant entre les arbres, Seo-Woon se demandait comment le tireur pouvait être si précis, tout en étant certain qu'il n'avait pas d'énergie interne à cause de ses tirs faibles. Seo-Woon commença alors à se demander si l'ennemi était seul ou avec un coéquipier. Cela dit, il retourna au village. Notre héros théorisa que localiser l'archer et l'éliminer ferait finalement apparaître son partenaire. Lors de la dernière partie, une telle situation aurait laissé l'artiste martial caché et tremblant de peur. Pourtant maintenant, il voyait seulement les ennemis comme des repas d'énergie vitale. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose d'horrifiant, alors qu'une volée de flèches était tirée depuis une maison voisine. L'une d'elles pénétra sa tête. Au début, il semblait que notre héros avait perdu le jeu dès le premier jour, mais il s'avéra que ce n'était qu'un simple clone. La disparition soudaine de la cible intriguait fortement l'archer, et ainsi, alors qu'il commençait à se demander comment son adversaire avait disparu, il fut soudainement et brutalement frappé au visage d'un coup de pied. Seo-Woon avait enfin localisé l'archer agaçant, et d'un simple coup de pied l'envoya voler vers la porte. Seo-Woon fut alors très intrigué, car bien qu'il soit certain d'avoir touché quelque chose avec son coup de pied, son adversaire était introuvable. Mais lorsqu'une ombre passa près de lui, il fit une réalisation bouleversante. Seo-Woon comprit rapidement qu'il devrait affronter quelqu'un avec la cape de furtivité. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua une ombre derrière lui, ce qui le laissa stupéfait. Juste comme ça, une flèche fut tirée de nulle part, et pourtant, notre héros réussit à l'esquiver juste à temps. En raison des pouvoirs de la cape, Seo-Woon ne pouvait pas sentir l'archer qui s'échappait maintenant, se mettant derrière lui. Le joueur a rapidement réalisé qu'il était dans une situation difficile. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner le combat contre l'artiste martial, il a essayé de fuir pour sauver sa vie. Mais il ignorait que Seo-Woon ne le laisserait pas s'en tirer. Et tout d'un coup, le protagoniste passa à l'action. Il commença à suivre sa cible à travers le village. Le pauvre Archer se retrouva à fuir en panique. Puis soudainement, celui qu'il essayait de fuir apparut juste devant lui. Seo-Woon expliqua au tireur que c'était une erreur de le combattre en plein jour, tout en portant cette cape. Voyant à quel point cet objet était parfait pour grimper discrètement les échelons, Seo-Woon allait maintenant tuer son propriétaire pour l'acquérir. Ce n'est qu'alors qu'une troisième présence arriva sur les lieux. Le partenaire de l'archer s'excusa, car il n'avait pas pu rattraper le rapide artiste martial. Mais le tireur qui était sur le point de mourir s'en moquait éperdument. L'elfe à 2 armes a souligné que la vue du protagoniste était introuvable. Voyant cela, le tireur l'a exhorté à sécuriser le coup fatal immédiatement. Seo-Woon se retrouvait maintenant dans un 2 contre 1 car il n'avait pas réussi à éliminer l'archer sur le champ. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de sourire en réalisant qu'il n'était pas du tout en infériorité numérique. Cela dit, l'épéiste chargea le martialiste. Seo-Woon tourna la tête vers l'autre gars. Il se retrouva rapidement sous le feu d'un arc. Le martialiste esquiva rapidement, faisant de l'elfe la nouvelle cible de la flèche. Mais le rapide épéiste dévia rapidement le projectile. Cela dit, Seo-Woon commença à s'enfuir. Il voulait s'échapper par la petite ruelle entre les maisons. L'archer en avait assez de la façon dont notre protagoniste était insaisissable et lui tira dessus avec 3 flèches à la fois. Tout comme ça, notre héros a été touché dans le dos. Le tireur était extrêmement satisfait de la performance de l'arc d'Alex, mais lui et son coéquipier ne savaient pas qu'ils étaient loin d'être sortis d'affaire. Le martialiste a chargé l'archer, qui pensait avoir gagné le combat. Seo-Woon a alors pris en pitié l'homme pour son arrogance, et avant que les 2 coéquipiers ne puissent même réagir, notre protagoniste avait déjà frappé. L'archer avait été transpercé par derrière. Maintenant, avec le premier à terre, il les exhorta à ne plus autant se fier à leurs yeux. Le bretteur était stupéfait par l'habileté de l'artiste martial et a théorisé que c'était une illusion. Seo-Woon a simplement affirmé qu'il était un joueur expérimenté et a expliqué au bretteur qu'il devait l'abattre pour sauver l'archer. À ce moment-là, nous avons chargé sur lui en criant qu'il serait celui qui resterait debout à la fin. Cela a grandement choqué notre protagoniste et sur ces mots, les 2 combattants se sont précipités l'un vers l'autre. Voyant que l'elfe lançait une attaque nommée, l'humain décida de faire de même. Pour que la contre-attaque du protagoniste fonctionne, il devait trouver un point faible dans la défense de l'ennemi afin de frapper son épaule. Mais soudain, sa main fut tranchée. À sa grande horreur, l'elfe s'avéra plus rapide que prévu. Avec cela, le bretteur décida de continuer son enchaînement. Il réussit à infliger de lourds dégâts à notre artiste martial en utilisant sa ruée sanglante. Seo-Woon commença à réfléchir à la façon dont cette attaque était différente de tout ce qu'il avait vécu et comment il serait mort sans son bouclier d'énergie interne. Le bretteur fit alors remarquer combien il était intriguant de voir que son noyau n'était pas aussi profond que prévu. Il expliqua ensuite qu'il se moquait de savoir comment l'artiste martial avait survécu ou même l'avait copié, car la prochaine chose qu'il trancherait serait son coup.
Seo Woon savait très bien que son seul espoir de gagner était une contre-attaque. Et pourtant, il avait du mal à trouver un moyen de contrer les mouvements rapides de son adversaire. Ce n'est qu'alors qu'il se souvint qu'il était à l'abri de l'élimination dans ce match. Voyant cela, il décida d'exécuter un mouvement audacieux. Seo Woon eut l'idée folle d'essayer de voir s'il pouvait localiser la présence de son adversaire sans se fier à ses yeux. Il était certain que s'il réussissait ici, il pourrait atteindre la première place avec facilité. Le martialiste avait passé les 2 derniers mois à entraîner son énergie interne. Il n'était plus le débutant faible du premier jeu, mais l'un des maîtres de l'énergie interne avec le plus de potentiel. Finalement, la pensée lui ouvrit les yeux. Les lames tombèrent au sol. L'elfe, qui était maintenant immobilisé, était stupéfait de voir qu'il avait en fait bloqué son coup ultime avec une grande facilité. À cet instant précis, Jin Seo Woon déverrouilla quelque chose de caché en lui. Avant que l'épéiste ne puisse même commencer à supplier pour sa vie, notre protagoniste lui écrasa le col avec ses mains nues, assurant ainsi sa 4e victime. Naturellement, le puissant épéiste possédait une grande énergie vitale et laissa même tomber quelques objets intéressants comme un parchemin de guérison. Après avoir utilisé l'objet de guérison, notre héros décida de commencer à fouiller la carte à la recherche d'objets. Son seul regret était d'avoir endommagé la cape d'invisibilité. La cape ne fonctionnerait pas si elle était endommagée et nécessiterait soit un parchemin spécial, soit un artisan pour la restaurer. Seo Woon décida de la garder quand même et de regarder le reste des objets. L'un d'eux était l'arc d'Alex, l'archère, qui imprégnait les flèches d'un peu de magie de foudre, ce qui était étrange car aucune foudre n'avait été ressentie lors du combat. Voyant qu'il y avait aussi un livre de compétences qui donnait à l'utilisateur la capacité de tirer plusieurs flèches, il comprit que l'adversaire n'avait choisi l'archerie que dans le jeu. Avec cela, il utilisa rapidement le livre de compétences sur lui-même. Seo Woon a décidé de mettre ses nouvelles capacités à l'épreuve. Il a ensuite tiré une flèche sur un mur à proximité. L'arc d'Alex était une amélioration certaine par rapport à l'arbalète qu'il avait utilisée lors du premier jeu. Avec cela, Seo Woon a décidé d'ignorer l'équipe restante pour l'instant et de prendre du temps pour se reposer et collecter des objets. En chassant des armes, il a théorisé qu'il ne pouvait mettre la main que sur des objets de bas niveau car il y avait tellement de maisons et a commencé à prier pour quelque chose de bien. Ce n'est qu'alors que l'artiste martial a remarqué quelque chose à l'extérieur. Il y avait une structure inhabituellement haute au milieu du village. Ce type de bâtiment contient généralement un butin de qualité décente et donc il s'y est précipité immédiatement. À première vue, il était le premier ici. C'est pourquoi il a décidé de fouiller tout l'endroit. Seo Woon décida de fermer la porte derrière lui pour rester sur ses gardes. Peu après avoir exploré presque toute la tour, le protagoniste commença à prier pour un objet décent. Mais finalement, il réalisa qu'il n'y avait rien pour lui ici. Le héros agacé frappa rapidement le mur de frustration. En fin de compte, sa chance dans ce jeu était soit incroyablement bonne, soit comme un trèfle à 5 feuilles, quand soudain, quelque chose attira son attention. Il avait maintenant repéré l'équipe restante qui avait atterri dans ce village. Voyant qu'ils étaient concentrés sur le pillage, il commença à se demander s'il pouvait les affronter seuls, car ils avaient peut-être obtenu de bonnes armes. Avec cela, l'artiste martial essaya de trouver un moyen d'éliminer rapidement les 2 ennemis. À ce moment-là, il aperçut quelque chose qui changeait la donne. À en juger par leur comportement, les 2 joueurs étaient sur le point d'entrer dans la tour. Voyant que la porte était fermée, ils ont rapidement déduit qu'ils étaient les premiers à y entrer. Ceux qui étaient excités de trouver un parchemin de guérison n'avaient aucune idée que quelqu'un se cachait au-dessus de leur tête. Seo Woon, qui avait délibérément ignoré les parchemins de soins car il en avait acquis trop, avait accidentellement créé le piège parfait. Il s'élança vers les 2 joueurs, certains qu'ils étaient des débutants en voyant leur excitation pour de simples parchemins de soins. Seo Woon était déterminé à commencer le combat en marquant le premier sang. Les débutants ignorants aperçurent alors une ombre mystérieuse sur le sol. Tout comme ça, après avoir exécuté une pirouette spectaculaire et inutile, le protagoniste a finalement atterri au sol. Seo Woon a déclaré qu'il y avait une possibilité que l'ennemi soit un mage puissant. Dans ce cas, il aurait une barrière. Et voyant comment des fragments d'énergie se brisaient partout, son hypothèse s'est avérée correcte. Le duo a commencé à paniquer alors qu'un ennemi tombait directement du ciel. Avec cela, notre héros décida de terminer le combat avec sa prochaine attaque. À ce moment-là, le mage tenta de l'attaquer avec du feu. Un coup des flammes aurait infligé des dégâts critiques à notre protagoniste, et ainsi, il sauta immédiatement pour éviter le danger. Cela conduisit le sort de flamme à se transformer en tir ami, laissant le guerrier en feu. Le blond, paniqué, fit de son mieux pour éteindre les flammes. Les spectateurs remarquèrent rapidement que le héros jouait en solo, voyant que personne ne l'aidait dans son attaque. Cela dit, celui avec une hache géante se précipita immédiatement vers lui. Malgré cela, l'artiste martial continuait à esquiver chaque coup de la gigantesque arme avec une grande aisance. Dans sa colère, il jura de tuer le protagoniste. Mais alors qu'il esquivait son dernier coup, le guerrier heurta quelque chose. Cela laissa le guerrier assez horrifié. Finalement, le coup que notre protagoniste avait évité finit dans le ventre du mage. Et avant que les 2 ne puissent réagir, Seo Woon attaqua le mage par derrière et lui écrasa le crâne. Cela dit, son nombre d'ennemis était réduit de 2 à 1. Face à cela, le guerrier fut horrifié et il laissa tomber son armure au sol. Désormais à moitié nu, celui avec la barbe était très en colère. Voyant cela, le protagoniste déduisit que son adversaire était plus rapide sans l'armure et que celle-ci ralentissait sa vitesse. Sans un mot, il évita la hache qui arrivait.
L'artiste martial a décidé d'utiliser l'une de ses attaques nommées. Cela lui a permis de donner un coup de pied puissant dans le cou de son adversaire géant. Mais le guerrier semblable à un viking a fait remarquer que son adversaire dans les airs devait atterrir à un moment donné. Avec cela, notre héros a été horrifié. La prochaine chose qu'il a su, c'est qu'il se faisait trancher par une hache géante. En fait, l'attaque était si forte qu'elle a même coupé toute la tour. La puissance de feu du X-carré n'était pas une blague. Avec cela, notre héros a décidé de recourir à ses illusions. Il a fait remarquer à son géant adversaire que la force seule ne suffirait pas. Le guerrier ne pouvait plus le supporter et décida de frapper l'artiste martial d'un coup. Seo-Woon évita l'attaque entrante avant de lancer une contre-attaque qui fut bloquée par son adversaire. Mais le porteur de hache ignorait que le véritable artiste martial se tenait juste derrière lui pendant qu'il combattait un clone. Cela dit, notre protagoniste décida de partir. Cela choqua énormément l'homme car celui qu'il combattait se trouvait maintenant à la porte. Et Seo-Woon a alors fait remarquer les bruits de craquement provenant de la tour que l'homme avait tranchée en deux. Avec cela, il a décidé de procéder à une petite expérience. Notre héros a donné un coup de pied à la structure de toutes ses forces. Voyant cela, le guerrier commença à paniquer et à se demander qui était l'adversaire qu'il venait de combattre. Mais à son horreur, il s'avéra qu'il ne faisait que frapper un clone avec sa hache. Réalisant que sa fin était proche, il commença à implorer de l'aide. Et tout simplement, Seo-Woon commença à s'éloigner alors que la tour s'effondrait sur son pauvre adversaire. Seo-Woon réalisa alors que techniquement, c'était la tour qui avait éliminé l'autre joueur et non lui. Il devint plein de curiosité car, n'étant pas enregistré comme celui qui avait fait le kill, ses récompenses étaient diminuées. Après cela, la poussière se dissipa enfin. La seule chose qui restait du pauvre guerrier était sa main. Voyant qu'il n'y avait pas de place pour qu'ils apparaissent, les coffres sont apparus loin des lieux de mort des joueurs, ce qui nous a évité la peine de les déterrer. Cela dit, il était maintenant temps de récolter les récompenses. La seule chose de valeur du guerrier était ses gants qui donnaient un petit boost de force. Quant au mage, il possédait de nouveaux objets dont le protagoniste ignorait l'existence. Il y avait un parchemin de bombe, une branche maudite, une pierre philosophale et même le 8e d'un livre qui ne révélerait sa valeur que lorsque les 8 pièces seraient rassemblées. Maintenant, avec la cape du mage qui le protégeait du vent et de la pluie, le protagoniste décida de finalement quitter cette zone de guerre. Comme la carte rétrécissait lentement, Seo-Woon vit qu'il devait y avoir d'autres joueurs près de sa position. Avec cela, il décida de se diriger vers le centre de la carte. Seo-Woon commença à bouger car il n'avait trouvé que des objets inutiles dans ce village. Il était maintenant familier avec les techniques de mouvement, ce qui lui permettait de voyager bien plus rapidement que lors de sa dernière partie. Notre héros entra alors dans une zone d'apparition de monstres où d'innombrables sortes de bêtes apparaissaient. Le système a informé le joueur qu'il y avait des monstres normaux, des monstres boss puissants avec de grands butins, et des monstres buffs qui donnaient des buffs en récompense. Ce n'est qu'alors qu'il fut surpris par un rugissement fort qu'il reconnut immédiatement comme le cri de guerre d'un monstre. Un ptérodactyle géant était maintenant en train de se battre. Un groupe de joueurs se retrouvait face à des reptiles volants et rampants. Le mage demanda au guerrier de jouer aussi défensivement que possible, tandis que ce dernier l'exhortait à surveiller ses arrières. Seo-Woon était intrigué par la combinaison de ces deux joueurs. Il ne perdit pas de temps et visa immédiatement avec son arc. Son objectif était de les éliminer d'un coup. Pour cette raison, il tira immédiatement sa flèche. Les monstres étaient puissants et féroces. Pourtant, l'épéiste et le magicien ont pu tenir leur position contre eux. Le mage a même lancé un monstre en utilisant sa lentille de glace. Voyant comment ils obtiendraient de nombreuses récompenses après avoir tué les nombreux monstres, la source ne pouvait s'empêcher d'être satisfaite. Pourtant, tandis que le guerrier s'amusait comme un fou, le mage était assez agacé car cela lui prenait beaucoup de mana juste pour s'occuper d'un seul monstre. Ce n'est qu'alors que quelque chose atteignit la barrière. Il réalisa rapidement qu'ils étaient maintenant pris en embuscade. Le magicien déclara au groupe qu'il devait battre en retraite immédiatement car l'ennemi était arrivé. Mais le guerrier s'y opposa car les monstres avaient peu de vie. Cela fit argumenter le lait que leur vie était en danger et qu'ils devaient fuir aussi vite que possible. Voyant que le groupe semblait se disputer entre eux, Seo-Woon eut l'idée de semer le chaos sur le champ de bataille. Et juste comme ça, il tira ses 3 flèches en même temps. Le mage remarqua immédiatement les projectiles entrants. Les flèches étaient si puissantes qu'elles brisèrent facilement sa barrière. Avec cela, l'épéiste a exhorté son partenaire à remettre immédiatement son bouclier. Cela a fait argumenter le mage une fois de plus que leur priorité devrait être de se retirer immédiatement. Mais l'épéiste a affirmé qu'il y avait trop de récompenses en jeu ici et qu'il devrait simplement la récolter rapidement avant de partir. Pourtant, à la surprise du guerrier, son allié a affirmé que la barrière serait inutile et ainsi, il a décidé d'utiliser un nouveau sort appelé Escrodin Protectoile. Tout comme ça, d'énormes plaques de pierre ont commencé à s'élever du sol. Même le partenaire du mage n'a pas pu comprendre cette action. Notre héros a également remis en question le fait qu'il érige ses murs, car cela lui facilitait les choses. Cela dit, il commença immédiatement à bouger. Le mage essaya d'expliquer que c'était la meilleure façon de se protéger et d'économiser du mana. Mais le guerrier affirma qu'ils étaient maintenant incapables de localiser l'ennemi. Le lait essaya de prétendre qu'il pourrait partir une fois les murs disparus. Mais son partenaire, qui venait de tuer un serpent, s'en moquait éperdument et promit de le laisser derrière la prochaine fois qu'il se tromperait. Les conséquences de l'erreur du mage se montrèrent immédiatement. Des armes capables de courber la trajectoire des flèches, comme les arcs, pourraient facilement contourner ces murs.
Le guerrier exigea que le sort soit annulé, mais le mage expliqua qu'il ne disparaîtrait qu'après 5 minutes. Cela dit, notre héros sortit quelque chose de son sous-espace. Il imprégna rapidement le parchemin explosif, qui détonnerait après 10 secondes dans l'une de ses flèches de foudre. Seo-Woon décida de l'utiliser rapidement. Ainsi, il se leva et visa la flèche. Juste comme ça, le projectile fut lancé. La flèche contourna facilement le mur et atterrit juste devant le duo ennemi alors que le compte à rebours atteignait 0. Et juste comme ça, le parchemin explosif se déclencha. Sa puissance de feu était si dévastatrice qu'elle traversa facilement les murs épais du mage. Seo-Woon, qui ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi puissant, a rapidement décimé le petit ver qui essayait de le mordre. Cela dit, le mage déjà laid a été réduit en cendres. Pourtant, des décombres, une main a émergé. Le guerrier ne pouvait s'empêcher de blâmer le mage. À cause de sa stupidité, il avait presque perdu la vie. Mais ce n'est qu'alors qu'il réalisa quelque chose d'horrifiant. Maintenant coincé sous les décombres, le guerrier se retrouva face à une boule dirigée vers lui. Seo-Woon expliqua qu'il avait facilement gagné grâce à l'incompétence du mage. À la fin, le guerrier a souligné qu'il avait encore beaucoup à apprendre et que choisir le bon partenaire était en fait une compétence. Et tout simplement, il a accepté paisiblement son destin inévitable. En voyant comment la boîte est apparue immédiatement, notre héros a réalisé que le mage avait perdu la vie en premier dans l'explosion. À l'intérieur du coffre de l'épéiste, il a trouvé un livre d'escrime, un livre de mouvement et même un manuscrit pour le jeu de jambes. Mais finalement, comme il était un artiste martial, ses compétences d'épéiste lui étaient inutiles. Pourtant, le héros n'est pas sorti les mains vides de la bataille car le guerrier possédait l'anneau de Toka qui augmente la résistance à la magie. Peu de temps après, il aperçut un autre coffre apparaître à proximité. Celui-ci appartenait au mage. Seo-Woon était heureux d'avoir enfin trouvé le collier escroc entièrement en or. Il y avait aussi un livre de magie cercle 4 dans le coffre que notre héros ne pouvait pas apprendre car il était bien trop avancé pour lui. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua les monstres derrière lui. Après quelques minutes, les artistes martiaux commencèrent à plaindre le mage et l'épéiste car ils avaient lutté en affrontant de telles créatures pathétiques. Mais en abattant les créatures, notre héros trouva quelque chose par terre. Les monstres avaient laissé tomber des récompenses à leur mort. Il avait trouvé la larme de Lamia, un ingrédient pour les sorts de Neuro et un collier qui augmentait légèrement son agilité. Notre héros réalisa rapidement que le deuxième objet pouvait être utile, mais ne vit pas l'utilité du premier. Plus tard dans la journée, alors qu'il méditait seul, le protagoniste commença à penser que les boss monstres devaient donner à leur vainqueur un énorme avantage ou bonus décisif. Mais avant d'essayer d'en affronter un, il devait se demander s'il était assez fort pour le vaincre seul ou non, et il devait aussi voir si d'autres joueurs avaient le même raisonnement que lui. Le deuxième jour du jeu se leva. Voyant comment 60 joueurs avaient été éliminés le premier jour et qu'il en avait tué 8, Seo-Woon était en quelque sorte satisfait de son KDA. La priorité de notre protagoniste était d'atteindre le centre de la carte avant toute autre chose. Contrairement au premier match, le temps dans celui-ci était assez rude et chaud. Cela fit penser à notre héros qu'il aurait été mieux de voyager au coucher du soleil. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua une ombre planant au-dessus de sa tête. L'expérience du joueur lui criait que cet oiseau transportait des fournitures. Et dès que le coffre fut lâché, il se précipita pour l'examiner. Ce coffre était énorme et différent des autres. Ce coffre au trésor offrirait à celui qui l'ouvre de grands objets en échange de la révélation de sa position à tout le monde toutes les demi-heures pendant la majeure partie de la journée. Maintenant, notre héros était confronté à un choix crucial. Cependant, comme il n'y avait pas de risque d'élimination dans ce jeu, le joueur a supposé qu'il pouvait prendre le risque en toute sécurité. Et ainsi, Jin Seo-Woon a ouvert le grand coffre au trésor et a été émerveillé par ce qu'il y avait trouvé.